Salut tout le monde, vous êtes sur le point de visionner une discussion scientifique qui s'est déroulée sur Twitch le 6 mars avec François Robinet, doctorant en histoire contemporaine. On a parlé de la démocratie aux États-Unis, de la guerre de sécession et des courants dits populistes. On parle de sénateurs, de droit fédéral et un peu d'actualité. On se retrouve sur Twitch pour d'autres discussions scientifiques les mercredis, twitch.com/dequoi. Merci à vous et bonne écoute. Je pensais pas qu'on était autant dans l'actualité quand on a prévu ça il y a un petit moment. Mais aujourd'hui, enfin hier, c'était les Super Mardis. Les Super Mardis, donc les Super Tuesday. Alors je trouve ça tellement drôle qu'aux États-Unis, ils appellent ça les Super Tuesday. On dirait que c'est une promo. En fait, c'est un truc très important aux États-Unis qui, aujourd'hui, nous a un peu, on va dire, assuré le fait qu'on va retrouver Biden et Trump. Ce qui est visiblement pour les États-Unis et pour les États-Uniens pas forcément une bonne nouvelle. Ils ont un peu l'impression d'être bloqués de ce que j'ai entendu. Donc on va parler un petit peu de démocratie aux États-Unis. On va voir un petit peu si aujourd'hui le cas qui existe aujourd'hui est quelque chose qui a un lien ou fait sens avec ce qui existait avant, ou est-ce que c'est totalement parti en couille. On va voir ça. Et on va voir ça avec mon invité, du coup, François Robinet. Bonjour François, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, bonjour à tous. Hop, normalement, alors ce qui est C'est sûr, alors bon? j'espère que ça marche le chatbox. Enfin, normalement ça marche, là ça marche pas, on verra si ça marche. Tu es doctorant en histoire à C'est ça. Clermont-Ferrand. Ah, ça marche, putain, super. Salut Niro. Trop bien, ça marche. Merci d'avoir testé. Par contre, c'est tout petit là, je vois pas les messages. Tu es non seulement doctorant en histoire à Clermont, mais au laboratoire d'histoire. Comme quoi, t'as bien fait les choses. Hein, c'est pas con. A priori, Au labo, du coup, du chèque. Hein. oui, Tu es spécialisé dans le populisme en général, les États-Unis en particulier. On va en parler, je vais te laisser te présenter pour éviter que je dise trop de bêtises. Tu es aussi auteur de livres sur le rock. Hein, tu as sorti 2 bouquins chez Camion Blanc. Alors je veux le dire quand même, s'il y a des gens qui sont des amateurs de rock. Un livre sur le rock progressif français et le deuxième qui est un livre sur le rock progressif américain, enfin états-unien. c'est ça. Donc voilà, avis aux amateurs chez Camion Blanc. Aujourd'hui, on t'invite pas pour ça, même si on pourrait parler un petit peu de rock, ça nous arrive. Hein. On va plutôt parler des États-Unis. Hop. Alors, je vais donc, comme je fais d'habitude, te laisser te présenter de la manière que tu veux. Voilà, je me tais. OK. Ouais, donc oui, oui, comme tu le dis, du coup, je suis en effet doctorant à l'UCA, donc l'université Clermont-Auvergne et au CHEC, qui est le labo d'histoire, histoire de l'art et archéologie aussi également et je termine une thèse, alors qui a le terme populisme dans son intitulé, même si, je suis assez, prudent, avec le concept, et même critique en fait, en Mhm. réalité, de populisme et c'est un peu de ça que ma recherche est partie. Et pour la mener, en fait, j'ai, pris la décision de, faire de l'histoire comparée. Donc mon travail de thèse, c'est de l'histoire politique comparée entre la France, les États-Unis et l'Espagne. Je compare 3 mouvements politiques, hein, qui sont actifs à la fin du 19e siècle, qui ont, comme, 1 point commun d'avoir tous été appelés d'une façon ou d'une autre populistes par, l'historiographie et surtout par les sciences politiques, enfin par la science politique Mhm. et qui sont, pour être plus précis, le boulangisme en France, le blasquisme en Espagne et ce qui va plus nous intéresser, hein, c'est ce qu'on appelle le People's Party aux États-Unis, qui eux, par contre, se sont vraiment appelés populistes, et ont choisi ce surnom, comme les membres du parti républicain se surnomment les républicains, et les démocrates pour les membres du parti démocrate, quoi. Ils sont choisis eux-mêmes, quoi. Ouais, pour le coup, ça, c'est un choix délibéré. C'est même, en fait, si tu veux, le mot populiste, alors il y a des débats sur l'origine du terme. Notamment, est-ce que le mot narodniki, qui en russe, traite d'un mouvement du milieu du 19e, Mhm. aurait été la première occurrence de populisme. Mais bon, les enjeux de traduction sont plus compliqués avec le russe. En l'occurrence, avec l'anglais, le terme populiste, là, ben, sans E, évidemment, apparaît vraiment à la fin du 19e, de façon attestée, à cet endroit-là pour qualifier les membres de ce parti. Très Voilà. bien.
On va traiter un peu de populisme, hein, on va en traiter, c'est quelque chose qui est important dans tes recherches. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler avec toi? Parce que je sais que tu es un puits de science en histoire, et particulièrement ta période de prédilection et aux États-Unis. Et je trouvais fascinant de pouvoir enfin parler un tout petit peu des États-Unis comme quand même un jour, peut-être, une invention, une nouvelle invention, repartir de zéro, hein, les Européens qui vont essayer de tenter un truc aux États-Unis et qui viennent avec leur bagage l'idée de démocratie. Donc je pense qu'on va attaquer tout de suite avec une question bien complexe et bien lourde. Est-ce que tu penses que on peut dire, ou que ça a été dit, euh, que les États-Unis ont été ou sont, d'une manière ou d'une autre, une utopie démocratique? Est-ce que ça a fait sens de parler comme ça des États-Unis? Alors, ça, c'est la question large, mais c'est sûr que si la question c'est de dire, est-ce que pour certains individus, dans des époques données, les États-Unis sont apparus comme une utopie démocratique? C'est certain, et même, il y a même eu des individus qu'on qualifiait d'utopistes, et notamment des socialistes utopiques, et même des Français, qui sont allés aux États-Unis pour fonder des communautés utopiques. Ce qu'on appelle les Icariens, par exemple, se sont installés. Donc, c'est tous ces courants que Marx appelle, hein, socialistes utopiques, Qu'il aime pas trop. autour de voilà, Fourier, Leroux, etc. Bon, il y en a qui sont partis aux États-Unis, territoire plus ou moins vierge, hein, on pourrait y revenir. Oui. En tout cas, qui ont installé parfois des communautés comme ça, avec un projet utopique, euh, et souvent qui comprenaient des aspects démocratiques. Pour des observateurs extérieurs européens, c'est tout le débat. On en parlait rapidement juste avant que ça commence, hein. Tu parlais de Tocqueville, où c'est toujours ambigu de savoir, dans de la démocratie en Amérique, si c'est utopique ou au contraire dystopique. Mm. En tout cas, pour des observateurs européens, il y a eu aussi il y a pu avoir cette vision. Et enfin, pour des individus qui sont sur place, je parlerai moins du 18e, surtout parce que je suis moins connaisseur, et aussi parce que tu sais que euh, le terme démocratie, il a une histoire enfin, le concept de démocratie même a une histoire assez complexe encore au 18e siècle. Mais par contre, il est clair que au long du 19e, le nationalisme américain se fonde en partie sur l'idée que les États-Unis sont un territoire exceptionnel, Mm. euh, exceptionnel par sa constitution naturelle même, et avec une partie divine, une partie religieuse derrière, mais aussi exceptionnel par la forme de ses institutions, avec l'idée que, surtout vis-à-vis de l'Europe, qui est en grande partie, hein, au 19e, qui est en grande partie encore dirigée par des systèmes qui ne sont pas des républiques, où les questions de suffrage peuvent accuser d'un retard par rapport aux États-Unis, où il y a cette idée. Moi, les personnages sur qui je travaille sont convaincus d'une exceptionnalité américaine, et une exceptionnalité qui est d'ordre démocratique, dans le sens où on l'entendrait Mm. euh, actuellement, c'est-à-dire au niveau du fonctionnement des institutions, de la liberté des individus, de leur capacité à voter, etc., etc. Après, est-ce que pour un esclave du fin fond de la Virginie, les États-Unis apparaissent au début du 19e siècle comme une utopie démocratique? Oui, petit doute, effectivement. Mais il y a quand même l'idée, donc, avec les personnages dont tu parles, les personnages que tu étudies, il y a quand même un moteur de base qui est il faut faire advenir la démocratie Oui. du meilleur que l'on peut. Il y a cette idée-là, et il y a aussi l'idée que dans le projet initial des pères fondateurs, ou en tout cas d'une partie d'entre eux, Donc les pères il y a fondateurs, la conviction. c'est qui, à peu près, pardon de te couper? Alors, ça va être tous les hommes politiques actifs à la fin du XVIIIe siècle, hein. C'est un panthéon dans lequel se rajoutent des individus petit à petit. Si on prend la fin du XIXe siècle, dans le People's Party, par exemple, il y a vraiment les fondateurs, hein, donc les Washington, Jefferson Washington. en particulier, Jefferson surtout Jefferson. Ok. D'autres qui sont détestés, comme Hamilton, hein, qui avait une vision
ou Madison, qui ont des visions un peu plus, enfin, surtout Hamilton, des visions un peu plus aristocratiques du pouvoir, mais bon, Jefferson surtout. Et en fait, vont se rajouter dans cette épopée des individus comme Jackson, qui est président dans la première moitié du 19e, et Abraham Lincoln aussi, Ok. qui participent en fait de cette épopée démocratique. Et il y a l'idée dans ces mouvements, petit à petit, qu'il y a toujours des forces qui vont réduire la démocratie, des forces économiques, des forces politiques, et qu'à chaque fois, il faut prolonger la démocratie américaine, la restaurer ou la faire aboutir. Alors parfois, la restaurer, ça veut dire reprendre le pouvoir sur des partis politiques ou des forces économiques qui auraient pris, selon eux, le contrôle des États-Unis Hmm. ou des puissances étrangères. Parfois, il y a toujours des restes d'anglophobie très importants. Ou alors aussi prolonger la démocratie américaine en accordant le droit de vote à des individus qui ne l'ont pas, à des parties de la population qui ne l'ont pas, ou en démocratisant le fonctionnement du système démocratique américain qui a évolué entre le 19e et la période actuelle. Il y a tout plein de technologies électorales, hein, pour parler dans un vocabulaire Mhm. propre au SHS, qui se sont transformées, qui ont évolué. Un exemple tout simple, hein, c'est l'élection des sénateurs, par exemple, qui se fait au suffrage universel direct, et qui, encore à mon époque, est toujours au suffrage indirect. Donc ça, Ok. voilà, ça c'est de la technologie électorale qui évolue vers plus de démocratie, par exemple. Ok. Donc ces gens-là avaient à cœur de rendre démocratique, donc d'essayer de faire en sorte que la démocratie existe pour de vrai. On sait, on peut avoir. Bonjour Moti, bonjour Dobichou, bonjour tout le monde. On sait que il y a comment dire, l'idée que la démocratie est importante, pardon, pour ces gens-là, mais en même temps, pour en plus la période bien précise du coup de la fin du XXe siècle, il existe encore des énormes inégalités entre les gens, particulièrement par l'esclavage. Comment est-ce que ces gens-là qui voulaient faire advenir la démocratie tenaient en même temps les deux bouts, le bout de l'esclavage, on garde l'esclavage, et en même temps le fait de rendre démocratique, c'est-à-dire quand même à un moment une certaine valeur égalitaire. Alors, pour, sur l'idée d'utopie démocratique, il faut aussi quand même dire que dans certains endroits des États-Unis, évidemment, là, si on va parler de l'esclavage, il y a différence que ce que les Américains appellent les sections. En fait, c'est des grandes régions, si tu veux. Ok. Il y a la section, il y a le vieux sud, hein, dont on va parler, le sud esclavagiste. Il y a le nord-est et il y a des nouvelles sections comme celle sur laquelle je travaille, qui est le Midwest, hein, c'est les États du milieu, milieu plutôt milieu central et nord des États-Unis, et qui, bien sûr, d'un point de vue démocratique, ne sont pas tous aussi avancés. Et il y a des endroits qui passent pour les acteurs qui sont sur place, mais qui, même dans les faits, en réalité, sont quand même un peu plus démocratiques que d'autres. Et le Midwest, en l'occurrence, est, dans les faits, plus démocratique que d'autres espaces aux États-Unis. C'est juste pour préciser un peu, de Ok. dire, bon, il y a l'utopie et il y a aussi ce qui se passe Les en faits. réalité. Et même, il y a un dernier ouvrage qui a été rédigé sur le Midwest, qui a été fait par un historien américain, qui s'appelle, le nom est drôle, donc je te le donne, il s'appelle John Locke, Oui, effectivement. euh, et qui vient de publier ça, qui a ça une petite synthèse sur le Midwest qui est bien faite, et qui en fait explique d'un point de vue comparatiste que le Midwest, au cours du 19e siècle, c'est peut-être l'endroit le plus démocratique du monde, Ah en oui. réalité, euh, par rapport à ses institutions. Et sur le plan de l'esclavage, en fait, c'est un endroit qui ne connaît pas tout simplement l'esclavage, et qui, à part de très 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 rares exceptions euh, qu'il est inutile de mentionner, en fait, il y a jamais eu d'esclavage dans ces États, dans ces Hmm. futurs États que sont l'Ohio, l'Illinois, l'Indiana, le Michigan, etc. Ok. Alors après, comment ils ont tenu, comment ça a pu tenir le fait d'avoir des esclaves et en même temps de proclamer comme valeur suprême la liberté et donc la démocratie. Euh, il y a, alors je vois dans le chat, hein, pour le livre, il s'appelle The Good Country et c'est de John Locke, Jon Lauck. Je Voilà, mettrai que c'est le titre. The Good Country. Ouais. Hop. Euh, et donc, ouais, je disais oui par rapport à ça. Alors, ça c'est une problématique qui se pose dès la fondation des États-Unis, en réalité. Euh, et
un des arguments, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas spécialiste de comment on maintient cela, Ouais. c'est le fait de dire que la citoyenneté et tout ce qui, découle de cette citoyenneté repose en partie et repose surtout, dans un premier temps, sur la propriété. Mmh. Donc on c'est facile d'exclure en réalité des individus qui ne sont pas, propriétaires et qui en plus sont la propriété de quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Ensuite derrière vient tout un ensemble de justificatifs, racistes, religieux et cetera. Et puis, aussi des enjeux qui sont purement matériels et économiques, hein, bien sûr, dans les États qui le mettent en place. Mais dès le départ, c'est quand même un problème pour les États-Unis puisque, la constitution est floue. Je ne crois pas qu'il y ait le terme esclave d'ailleurs et que c'est remplacé par un autre terme pour faire illusion. Et c'est prévu dès le départ d'interdire la traite négrière, c'est-à-dire la vente atlantique d'esclaves, qui est supprimée au tout début du 19e siècle, vraiment, vraiment très, très tôt. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même des Ah problèmes qui se oui, posent. OK. Et quand, par exemple, pourquoi le Midwest n'a pas connu l'esclavage, c'est parce qu'il y a un texte qui est créé qui s'appelle l'ordonnance du Nord-Ouest. Et ce texte qui va en fait déterminer les modalités de l'expansion américaine en matière institutionnelle particulièrement, et qui va tout simplement interdire le fait qu'il y ait des esclaves sur ces nouveaux États qui vont être créés. Et ça, ils le font, à la naissance Et de ces États? c'est même fait avant parce que en fait l'ordonnance du Nord-Ouest va définir les modalités de fondation des territoires puis des nouveaux États. D'accord. Ça, en fait, ça organise, on dit du Nord-Ouest parce que c'est ce qu'on appelle le grand territoire du Nord-Ouest, donc qui va devenir ce qu'on appelle le Midwest, hein, plus ou moins, plus ou moins. Mmh. Et donc il y a une ordonnance qui décide que tous les territoires qui vont être découpés dans cette partie-là n'auront pas d'esclavage, devront mettre en place tel type d'institution. Et ça va définir, en réalité, ça va même avoir un impact un peu plus grand, parce que ça va définir aussi le type d'institution que tout nouveau territoire va devoir adopter. Mmh. Et les modalités pour devenir un État par la suite, qui vont s'appliquer dans d'autres territoires en dehors même du Nord-Ouest. Et cette ordonnance décide qu'il n'y aura pas d'esclavage dans ces territoires-là. Et quand les nouveaux États, enfin quand les nouveaux territoires qui vont devenir des États font des constitutions, ils décident dans la constitution que l'esclavage est interdit. OK. Ça posera des problèmes quand la Louisiane sera intégrée et va aussi se transformer en, enfin, ce que j'appelle la Louisiane, hein, le grand espace d'ancienne Louisiane, dans lequel il va y avoir la Louisiane en tant qu'État, où là, il y aura des problèmes, puisque ces États qui sont au sud cette fois-ci vont vouloir avoir des esclaves, et là, il va y avoir des compromis qui vont être faits entre les différentes forces en présence. Donc voilà, pour te dire, en fait, il y a ces arguments-là de propriété, etc., qui sont mis en avant pour dire bah, ils ne sont pas vraiment citoyens, donc Ouais, on ouais. peut les exclure. Après, ça va être vraiment très problématique, puisque il y a beaucoup d'individus, beaucoup d'hommes politiques qui sont opposés à l'esclavage. Il y a des États qui ne le pratiquent pas. Il y a des nouveaux États qui sont fondés et où, dès le départ, il y a un refus de mettre en place l'esclavage. Et petit à petit, ça crée des crispations, des tensions et des conflits entre Oui. différents États des États-Unis qui entraînent le risque d'un éparpillement en fait et d'une Mmh. destruction, des États-Unis, quoi. Et Oui, ce c'est qui arrive avec la guerre de sécession en ouais, fait, c'est ça, c'est qui ce que j'allais dire. C'est-à-dire que est un ça processus, quoi. ouais, l'aboutissement, c'est la guerre de sécession, en fin de Mmh compte. mh. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que enfin, moi, je m'intéresse aux États-Unis de loin parce que, voilà, un de mes, philosophes, sur lequel je me suis beaucoup concentré, c'est John Dewey, qui est un philosophe qui est né en 1859, donc Oui. qui est un petit peu dans cette histoire-là. Mais j'avais dans la tête pour autant, en connaissant de loin, que les États-Unis naissaient presque avec l'esclavage en fin de compte. Mais c'est Bah, pas le cas en fait. Il y a des États qui, avant leur naissance, disent l'esclavage n'existera pas chez nous. alors tous les nouveaux États, il y a tous les nouveaux États, qui vont être au nord-ouest, et même il y a des États qui le font disparaître en fait assez rapidement, et on a cette ligne, nord-sud, on a une première ligne en fait. Si tu veux, il y a des lignes géographiques de séparation Hmm. entre États esclavagistes et États qui ne le sont pas. Une des premières qui est fondée, c'est celle qu'on appelle la ligne Mason-Dixon, qui va séparer la Pennsylvanie du Maryland. Alors là, pour l'avoir la géographie, on est vraiment à l'est des États-Unis, hein.
Cette ligne, elle sépare en fait le Maryland esclavagiste et la Pennsylvanie qui ne l'est pas. OK. Donc là, on a une première division géographique, qui se met en place, suivie par une deuxième en fait, qui est créée par l'ordonnance du Nord-Ouest dont j'ai parlé, où on décrète que tous les États qui sont créés dans cette zone-là ne seront pas des États esclavagistes. Ce qui va créer un problème, en fait, c'est un problème démocratique qui n'est pas qu'un problème démocratique parce qu'il y a des esclaves, c'est un problème démocratique aussi pour les Blancs. Et en fait, c'est un problème démocratique dans un État fédéral. Tout simplement parce que la Constitution met en place deux choses, c'est-à-dire pour ce qui est des élus proportionnels, c'est-à-dire pour ce qui est des représentants. Mmh. Les esclaves comptent dans la population à hauteur des 3/5. Est-ce que tu vois, c'est qu'un esclave, ça compte pas pour un. En Ah fait, on oui, prend tous les esclaves et ça compte que pour 3/5 de ce qu'ils représentent. Tu vois, d'accord. voilà. Mais l'autre problème, c'est pour eh ben, les sénateurs, puisque les sénateurs, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, sont deux par État. Ça veut dire que tout nouvel État qui est créé, s'il est anti-esclavagiste, ça devient 2 sénateurs de plus pour les Ah oui, anti-esclavagistes. oui. Donc en fait, c'est pour ça que ça il y a tous les compromis qui se passent. Pourquoi les États du Sud, ils pourraient se dire: «Ouais, mais nous, on s'en fout en fait que tel État, l'Illinois et tout ça, ils prennent pas d'esclaves, nous, on veut Bah juste ouais. pouvoir les garder». Mais en fait, le problème, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a des forces politiques anti-esclavagistes, dans ces différents États du Nord et du Midwest qui risquent en fait de vouloir à la fin interdire l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il y a plein de compromis qui sont faits. Typiquement, le fait de pouvoir créer des nouveaux États quand on intègre ceux de la Louisiane qui vont pouvoir être esclavagistes. Donc, on crée une nouvelle ligne. C'est ce qu'on appelle le compromis du Missouri en 1820. Une nouvelle ligne plus au sud, ce qui fait que les États que les États qui sont créés au sud de cette ligne vont pouvoir devenir esclavagistes, et ceux qui sont au nord ne le seront pas. D'ailleurs, ça pose un problème parce que le Missouri veut devenir esclavagiste. Pour équilibrer, on décide de créer un État dans le nord qui s'appelle le Maine, qu'on sépare du Massachusetts. Tu vois, c'est vraiment de Ah oui, la d'accord. géographie politique. Le Maine n'existe que pour ça, en fait. Hein. Vraiment, c'est la seule raison d'exister du Maine. Le pauvre Maine. Euh, donc, c'est bien pour Stephen King, pour ceux qui ont les rêves littéraires. Tu vois, ça pose à chaque fois des questions d'équilibre. D'autres problèmes se posent. En 1850, la Californie est créée. Donc là, c'est très loin. Et au milieu, il n'y a pas d'État hein, qui existe. Ah oui, ah, Donc, on crée directement de la Nouvelle-Angleterre à l'est et on saute ce qui est au milieu et on passe ouais, directement à la ouais. Californie. Oui, oui, tous les États il y a des États qui vont être au milieu, ils n'existent pas encore quand la Californie est créée. Hein, donc là, la Californie a le droit, en fait, de décider elle-même. Elle décide de ne pas en être esclavagiste. Le Texas décide de l'être. On décide que les nouveaux États qui vont se construire petit à petit au milieu auront le choix. Et bref, en fait, de fil en aiguille, toutes ces modalités en fait d'adoption ou non de l'esclavage et donc d'équilibre en fait au sein des deux assemblées fédérales entraînent des tensions qui sont très très importantes entre les forces politiques, qui vont aboutir en fait au moment de la création de l'État du Kansas en particulier au phénomène de guerre civile. Ouais. Mais ça veut dire que, Voilà. parce que quand tu parles de lignes, en fait, c'est des lignes Oui, décidées oui, au niveau fédéral. ouais. Quand on est au-dessus, on peut pas avoir d'esclaves. Quand on est en dessous, on peut. C'est vraiment un Alors, truc en gros, légal c'est comme ça. ça. Après, il va y avoir en fait, il va y avoir selon c'est ça. Au début, c'est ça, c'est vraiment au-dessus, tu peux, en dessous, tu peux, au-dessus, tu peux pas. Enfin, au nord, parce que là, il faudrait que je parle un peu comme de plus sérieusement. En géographie, on ne dit pas au-dessus, en dessous, on dit au Ouais, nord et au ouais, ça sud. va, on comprend. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est ça. Après, il va y avoir d'autres modalités. Dans les années 50, on va passer sur la doctrine de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que les habitants des États vont pouvoir décider, nouveaux États vont pouvoir décider de la possibilité ou non d'intégrer l'esclavage. Ok. En fait, cette possibilité, ce qui est un peu le paradoxe de l'histoire, c'est que c'est les États du Sud qui la réclament, parce qu'ils se disent que le compromis du Missouri, en fait, interdit l'esclavage dans les États du Nord, et eux, ils aimeraient bien, en fait, que bah, si la population a envie de le faire, elle puisse le faire. Donc finalement, l'idée de la souveraineté populaire, c'est de dire les États ceux qui vont créer l'État peuvent voter dans leur constitution de l'intégrer ou pas, qu'on laisse le choix. Le problème, c'est ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner contre eux et que quand le Kansas va devoir être créé, la première constitution est esclavagiste, mais elle est refusée. Et Hmm. ce qui fait que l'État du Kansas va être fondé 3 mois avant la guerre civile hein, comme un État non esclavagiste.
heu, ce qui va mettre le feu aux poudres, hein. Il y a plusieurs éléments, hein, il y a plusieurs causes évidemment, mais ça, c'est vraiment un élément qui va cristalliser un peu la problématique. Et ces décisions qui sont prises du coup au niveau fédéral, moi en fait, ce qui me paraît le plus étrange, c'est pourquoi s'échiner à être une fédération. Pourquoi, en fin de compte, oui, s'emmerder un petit peu à être une fédération. Pourquoi pas laisser le Texas être la nation indépendante du Texas et faire sa vie. Ah oui, Qu'est-ce qui motivait en fait la création? Parce que quand tu dis par exemple, il y a des nouveaux États qui sont créés, il y a des nouvelles oui. constitutions et des constitutions sont refusées. Mais ils sont refusés du coup par Ah, l'État fédéral, j'imagine. alors non, non, la constitution de ce qu'on appelle la constitution de Lecompton, qui est la constitution, qui était la première constitution du Kansas qui a été écrite, qui n'a jamais été appliquée en réalité. Elle a été refusée par la population du Kansas. En Ah fait, d'accord. si tu veux, il y a tout un jeu parce qu'à partir du moment où on décide que c'est la souveraineté populaire qui va décider de la place de l'esclavage ou non dans les nouvelles constitutions. Vu que c'est des nouveaux États qui sont ouverts à l'installation de, colons, les mouvements anti-esclavagistes qui sont importants dans le Midwest et dans le Nord-Est, qui vont amener en fait des colons pour des raisons politiques qu'on appelle les Free Soilers, qui vont Ok. peser en fait dans le vote à la fin pour la Constitution. Ah oui, Ce qui d'accord. fait que le Kansas, il y a des migrants qui arrivent souvent des États de l'Illinois, du Michigan, etc., des États du Midwest du Nord, on va dire, pour venir peupler le Kansas. En parallèle, il y en a qui viennent du Missouri, qui sont plutôt esclavagistes, qui vont s'affronter. À l'époque, les années 50, on parle de Bleeding Kansas, parce qu'ils se battent, ils s'entretuent en fait, hein, sur cette Ah oui. question-là. Entre esclavagistes et non esclavagistes. Ouais, tout à fait. Ils s'entretuent sur cette question. Euh, avec, avec des questions pour te dire vraiment que c'est une pure question de. C'est pas tellement le problème de l'esclavagisme au Missouri et au Kansas, qui n'ont jamais été des États qui ont eu beaucoup, surtout le Kansas, il y a, il y a pas une volonté de base à mettre beaucoup d'esclaves, c'est vraiment pour peser ensuite dans, principalement pour peser ensuite dans les institutions fédérales. Mais en fait, le but, c'est de peupler de free soilers ou d'esclavagistes pour pouvoir voter Ouais, sur ouais. cette constitution et décider en fait que, comment va être l'État sur cette question-là en particulier, quoi. Ouais. Mais je comprends mieux pourquoi tu disais qu'il y avait une sorte de paradoxe au fait que ce soit les États du Sud qui demandent le pouvoir au peuple, en gros, si on veut, donc une sorte de démocratie plus. Ils ont le droit, Exact. le peuple a le droit de parler, parce qu'en fait, oui, on pourrait s'attendre que ce soit plutôt ceux du Nord, ceux non esclavagistes, les gentils de l'histoire, qui auraient amené ça. Ouais, alors, avec une autre nuance qu'il faudrait apporter, c'est que les États du Sud, alors ça, il y a ce côté-là qui est purement matériel et politique, vraiment politicien. Mais, il y a un autre phénomène aussi, c'est que les États du Sud sont gouvernés par les démocrates. Et les démocrates aussi revendiquent, il y a toute une tradition politique, et ils vont revendiquer l'héritage démocrate qui a toujours mis en avant la souveraineté populaire face à des institutions plus démocratiques et la souveraineté des États Hmm. face au gouvernement fédéral. Euh, la souveraineté populaire depuis Jefferson, qui est poursuivi ensuite par la suite, la souveraineté des États. Alors, en fait, les deux grands partis, hein, sont issus des antifédéralistes, si tu veux. Mais néanmoins, le côté souveraineté des États, etc., est plutôt associé au Parti démocrate, qui en plus ont tout intérêt au Sud à le maintenir, quoi. Donc, Donc il y a aussi cette tradition politique qui est hmm. revendiquée depuis Jefferson, puis Jackson, etc., qui est portée par le Parti démocrate qui est le parti, euh, pas que du sud des États-Unis, mais beaucoup du sud des États-Unis, Ouais, qui est un bastion, qui est vraiment le bastion du Parti démocrate au 19e siècle, quoi. Donc, en fin de compte, oui, ce que tu dis, c'est que oui, donc certes, il y avait un calcul politique derrière à donner le pouvoir au peuple et à Mhm. pouvoir approvisionner le Kansas avec des gens qui pourraient voter dans le sens qu'on a envie, en gros. Oui, Mais il y avait quand même aussi l'idée, chez les démocrates, un truc un peu idéologique de laisser le pouvoir au peuple. Ok, d'accord. voilà, ça, il y Mais a cette tradition-là qui existe, quoi. alors, je voudrais rebondir parce que tu as dit que les deux grands partis aujourd'hui, donc j'imagine républicains et démocrates, Ouais. viennent des non-fédéralistes. Alors, Alors ouais, ça, c'est. si tu veux, alors le Parti démocrate, c'est le parti qui est le plus vieux des deux. Le Ah Parti ouais, ok. républicain, voilà, le Parti républicain est plus récent
Il date de 1854 et en fait, si tu veux, pour vraiment faire, de façon très schématique comment c'est, composé, le bipartisme aux États-Unis et surtout en fait, si tu veux, on parle en histoire politique, américaine, on parle des, party systems. Donc il y a le first party system, second party system et cetera, Ok. qui sont, qui sont toujours des modalités pour définir des périodes où tel et tel parti se confrontent sur telle ou telle thématique. D'accord, d'accord. Au début, la division, c'est fédéraliste, antifédéraliste. Ok. Qui est connu, qui va opposer différents courants, ces 2 grands courants sur la Constitution américaine, la Bill of Rights et cetera, qui sont pas vraiment des partis à proprement parler. Heu, Sachant que, c'est à partir d'un antifédéraliste que va être créé le premier parti existant, qui a vraiment une structure, on va dire, plus ou moins partisane, qui est le Parti républicain-démocrate. C'est le parti de Jefferson. Ah, le parti républicain-démocrate. Ouais, en fait, on Ok. l'appelle Parti républicain démocrate. Je crois que son vrai nom, c'est Parti, républicain en réalité. Mais Ok. pour pas qu'il y ait confusion avec le Parti républicain dont on va parler tout à l'heure et qui existe encore aujourd'hui. Il s'appelle à l'origine, on dit Parti républicain démocrate parce qu'en fait, c'est vraiment, de là que va découler la majorité du Parti démocrate, quoi. Ok. Et ensuite, en fait, à partir de ce noyau-là, il va y avoir plein, plein, plein de divisions. Heu, D'abord entre le Parti démocrate d'une part et un autre parti qui s'appelle le Parti républicain national, je crois. Bon bref, la fondation du parti, démocrate, tel qu'on le connaît, enfin tel Mhm. qu'on le connaît. Le parti démocrate qui après, et va évoluer idéologiquement, mais c'est ce Oui, bien sûr. parti-là. Heu, Se fonde ensuite à partir de l'autre branche de ce parti-là, du parti, républicain démocrate, le parti Whig, qui reprend le nom des Whigs anglais Ok. Alors, c'est les et à conservateurs, partir ça, les Whigs? et qui vont être plus Ok. conservateurs, et surtout qui vont développer le nativisme, hein. C'est un mouvement nationaliste, états-unien, en opposition beaucoup, avec, l'immigration catholique Ah ouais. et qui va être, surtout pro-business, pro-industrialisation, Mhm. protectionniste aussi également et qui va être plutôt, auprès des élites du Nord-Est. Donc cette division sectionnaliste, hein, elle est très importante parce qu'elle se met en place très rapidement en fait, entre le nord-est et le sud et du parti Whig en fait, découle le parti républicain, tel qu'on le connaît actuellement. Mhm. Alors il a changé idéologiquement, mais c'est ce parti-là en fait qui est la même entité, on va Oui, oui, dire, depuis d'accord. 1854 et qui est fondé, par, entre autres, hein, Abraham Lincoln. Et du coup, le bipartisme, en fait, qui peut paraître étrange pour nous, parce que nous, on a plein de Oui. partis, et bah, alors bien sûr, on a une sorte de bipartisme qui a été un peu explosé en 2017, avec une grosse Ah frange oui. Ah centriste tu qui est parles tu parles arrivée. pour la France? Pour la Tu parles pour France, la oui, France? oui. Donc on Ah a une ouais, sorte de bipartisme aussi, avec une sorte de conservatisme, une sorte de progressisme, et bon, ça a été ouais. explosé. Bref, mais on a quand même plein de partis. Alors qu'aux États-Unis, c'est quand même très réglé. Je pense que même avant que vraiment je me renseigne, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres partis en réalité, et d'autres personnes qui se présentaient au présidentiel, et qui ne gagnaient pas, très Ouais, clairement. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, alors il y a plein de raisons pourquoi le bipartisme se maintient. Actuellement, il y a des raisons économiques, hein, clairement, parce que mener une campagne aux États-Unis actuellement, ça nécessite d'avoir Ah oui, des sommes qui sont considérables. donc il faut une machine en Heu, fait derrière. Ok, je comprends. voilà, Hmm. il faut des machines qui permettent le financement, et cetera. Il y a tout un ensemble de structures qui sont, développées pour, favoriser en fait, tel ou tel parti et financer des campagnes qui sont, déjà il y a les primaires à financer, puis ensuite il y a les élections, à proprement parler. Il faut aussi un réseau d'élus avec le système de, heu, enfin, il faut tout un réseau d'élus, en fait, aussi pour pouvoir avoir des appuis et cetera sur autant d'États. Mhm. Néanmoins, le bipartisme, c'est clair que c'est une réalité qu'on voit qui traverse, en fait, l'histoire des États-Unis. Sauf que, quand même, et même d'ailleurs à ces élections, a priori, il y a peut-être Kennedy, alors je sais plus ce que c'est son prénom, mais il y a un héritier Kennedy complètement fou là qui veut être, le 3e homme. Il y a toujours des tiers partis qui se présentent, même aux Ah, dernières aujourd'hui? élections. Aujourd'hui, il y a un Oui, 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 Kennedy? là, il y a Ah. Kennedy qui au début voulait intégrer la primaire démocrate. C'est un Kennedy qui est un peu renié par sa famille d'ailleurs, hein, et D'accord. alors qui doit lancer, normalement, son primaire, je pense, comment dire? Sa campagne et il y a toujours des petits partis. Il y a le parti libertarien qui met Ouais, c'est toujours un ça.
Les un écolos, candidat, il y a le parti constitutionnaliste, qui est un parti d'extrême droite, un peu proche du parti républicain, mais ils ont qui toujours des souvent noms top, les partis d'extrême droite. ouais, il y a Le- des écolos, hein, souvent qui se présentent. Ouais, c'est ça. Et il y a eu, dans l'histoire, il y a eu le Parti socialiste qui a présenté des candidats. En Ouais. l'occurrence, le parti sur lequel je travaille, le People's Party, qui a obtenu quand même 1 million de voix de suffrage populaire en 1892. Et il y a eu d'autres tiers partis, ce qu'on appelle les tiers partis, hein, aux États-Unis, qui se sont constitués, qui se sont constitués un peu partout. Avec aussi une exception, bah, il y a une élection sur laquelle il faut revenir, qui est intéressante, c'est l'élection qui précède la guerre de sécession, Mhm. l'élection de 1860, Donc présidentielle. où comment? Présidentielle. Présidentielle, ouais, Ouais. excuse-moi. Oh, L'élection pas de souci. présidentielle de 1860, celle qui va être remportée par Abraham Lincoln, hein, où en fait, il y a tellement de divisions entre les partis qu'il va y avoir 4 candidats qui vont obtenir des grands électeurs. Ah, Donc il y a le d'accord. parti républicain d'Abraham Lincoln. Il y a, un petit candidat qui s'appelle Bell, qui est, un héritier des Whigs qui fonde son petit parti et qui va obtenir dans quelques États très rares, hein, quelques, grands électeurs. Et les partis démocrates partent divisés entre, Douglas qui est, représentant, on va dire, officiel du parti démocrate, mais il est un peu flou sur l'esclavage, si bien que les États du Sud vont proposer leur propre candidat qui s'appelle Breckinridge. Donc là, il y aura 4 candidats, et 4 candidats qui vont être capables d'avoir des grands électeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont Hmm. tous au moins remporter un État. Voilà. Ok. Donc en fait, ces systèmes, voilà, c'est globalement le bipartisme, mais quand même, il arrive que on ait des exceptions comme ça. Et liberté d'expression oblige, un premier amendement. Il y a aussi un parti nazi, et sûrement qu'il doit encore exister. Ah, yes. Voilà, Ah évidemment. bah, ils sont jamais loin, eux, de toute façon, hein. Ils sont toujours là. Tu Ils vois, sont- le point Godwin, il fallait l'atteindre. Je crois que c'est bon, j'y suis ils, arrivé. ils traînent toujours un peu, hein. Il traîne, mais c'est bon, Euh, j'y suis. ok. Non, par contre, oui, il y a une très bonne question, effectivement, sur le principe des grands élus ou des grands électeurs. Je pense que c'est pas bien clair pour tout le monde, cette histoire-là, parce que nous, on élit au suffrage universel le président, chacun a Oui, une voix, et en fait, aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ouais, ouais. Hillary Clinton avait plus de voix que Trump, par exemple. Euh, oui, Elle Hillary avait... Clinton avait plus de voix que Trump, en effet, Et elle a et perdu. pourtant, elle a quand même perdu. Alors, ça, de toute façon, ça fait partie en fait, on ne peut comprendre ce système-là, à mon sens, comme le système des sénateurs qui, vraiment, si on se met du point de vue du chercheur en sciences politiques plutôt que comme un historien, du point de vue des sciences politiques, le plus choquant, à mon sens, c'est le système des sénateurs. Mais, si pour les grands électeurs, j'ai vu qu'il y avait une question sur Ouais. le chat, Mais on c'est un parlera des scrutin sénateurs indirect. après. Voilà, c'est un scrutin indirect. À part quelques États exceptionnels, c'est un système où, si on remporte l'État, si on remporte l'État au suffrage populaire, donc il y a un premier vote, où les électeurs votent pour des grands électeurs en réalité, mais pour un parti ou pour un autre en fait. Oui, donc Euh, ce qu'ils mettent, parce que ça m'a toujours posé comme question, ce qu'ils mettent dans la boîte à la fin, ouais, c'est, il y a écrit quoi? Il y a écrit par exemple Trump, il y a écrit non, Biden. ils votent pour des grands électeurs. Ok, donc il y a Mais le en fait, les nom bulletins du sont grand très complexes électeur. parce que tu es au courant que souvent ils votent pour plusieurs choses en même temps. Ah non, je sais pas. Il y a plusieurs élections qui sont en même temps et souvent ils ont qu'un seul bulletin. Donc c'est des bulletins très complexes où il faut cocher plein de croix. Parfois il y a même des référendums En qui sont au passant. niveau de l'État. Ok. Donc c'est très très compliqué en fait de maîtriser un bulletin de vote aux États-Unis. Ok. Mais ils votent pour des grands électeurs. Ce qui fait, on compte quand même à chaque fois le suffrage populaire et c'est comme ça qu'on le sait, hein, que Mhm. Hillary Clinton a eu plus de voix au suffrage populaire euh, que, euh, que Donald Trump, et pourtant Donald Trump a été élu, parce qu'on vote pour des grands électeurs, et c'est jamais une répartition proportionnelle de ces grands électeurs. Chaque État se voit attribuer un nombre euh, de grands électeurs par rapport à sa population. Ok, c'est Donc par plus rapport à la l'État est population. peuplé, voilà, plus l'État est peuplé, plus le nombre de grands électeurs sera important. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des États qui sont très importants à gagner, l'État de New York, la Californie, le Texas et la D'accord. Floride en particulier, parce que c'est des États très peuplés, donc ils ont beaucoup de grands électeurs. Néanmoins, euh, il pèse quand même moins lourd que s'il y avait le suffrage populaire. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que même si c'est proportionnel, Ah, ah ouais. c'est quand même un peu, c'est pas aussi net que si jamais c'était la population qui votait. Ok.
Ça se comprend pourquoi, c'est parce qu'il faut équilibrer un peu les États et en fait, si on voulait mettre, j'imagine, hein, que des États où il y a 800 000 habitants comme le Dakota du Nord ou des choses comme ça, bah, en fait, si on voulait que ce soit vraiment proportionnel, il faudrait en mettre, plus, Mmh. vraiment beaucoup plus pour les autres États. Enfin, pour les gros États et en plus, il y a le système qui est, donc proportionnel en répartition, mais par contre pas proportionnel en répartition des grands électeurs au sein de l'État. Ça veut dire que c'est à part je crois qu'il y a des exceptions, il faudra vérifier, mais la plupart du temps, c'est un système de, winner takes all. C'est-à-dire que si tu remportes Ah, l'État, tu remportes tous les grands électeurs. OK. Donc si tu remportes la Californie, tu as tous les grands électeurs de Californie Ah oui, c'est pour pas une toi. question de liste, par Voilà. exemple, ça marche pas comme des Et listes. non, et Ouais, même ouais. c'est ça, non, non, c'est pas un système comme ça où par exemple tu fais 55, tu as 55 Ouais, des ouais, grands ouais. électeurs, parce que sinon tu supprimes en fait tout l'intérêt, hein, de Mmh, ce système-là. c'est pas faux. Donc d'une part, ça fait un système qui est encore indirect, donc ça veut dire qu'à la fin, comme le maire en France, on vote jamais pour le maire, on vote toujours pour Oui. une liste, qui vote en son sein pour, souvent la personne qui est tête de liste, hein, la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe, mais c'est le conseil municipal qui va élire le maire. Bon, les grands électeurs, c'est eux qui vont élire le président en dernier recours. Donc il se pourrait, en fait, à la fin, il y a, c'est pas un truc automatique, c'est-à-dire que, et à la fin, les grands électeurs vont voter. Ouais. Oui, oui, à la fin, les grands électeurs vont Ok, élire, c'est le eux président, qui ouais. élisent le président. Donc, Oui, oui, voilà, c'est tout ça, c'est dans ça, c'est ça, ouais. l'idée, il est possible, alors ça n'arrive Ouais, pas, mais il est mais ça n'a ouais. possible que un républicain vote pour un démocrate et qu'à la fin, celui qui a gagné le plus de grands électeurs, en fait, perde. Alors, C'est pas ouais, ce serait un empêché que constitutionnellement, quoi. Ça peut alors, ce arriver. serait un scandale démocratique quand même, Ok. même si il y a des candidats qui sont on espère qu'ils seront pas élus, mais, quand bien même si jamais on avait, excusez-moi, des grands électeurs, républicains qui ne votaient pas pour, Ouais. Trump, par exemple, la prochaine fois, ce serait quand même un scandale, un peu un scandale démocratique pour les électeurs qui, a priori, s'ils ont voté pour les grands électeurs républicains, ils s'attendent à ce que, et ben, à ce que le Oui, oui, oui. candidat au présidentiel soit élu à la fin, quoi. Mais c'est intéressant. Alors, Moti, je sais pas ce que tu as mis, mais ça te l'a un peu censuré. Désolé, c'est pas moi qui gère la censure de Twitch. Il y a des trucs. J'ai juste un niveau bien. Ils me mettent niveau 1 ou 2 de Ouais. censure et ça censure un truc. Donc, je sais pas ce que c'est, je suis désolé. Mais du coup, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que je savais pas, ce qui me révoltait, qui était du genre on va voter pour des grands électeurs, en fait, c'est une manière de calmer un petit peu les différences de population entre les États. Alors Ça c'est fait un peu équilibré. ça. Je C'est pense fou. que, je pense il faudrait calculer, mais enfin, je pense, j'en suis quasiment sûr, en fait, que ça, participe à l'équilibre un peu plus à un équilibre. Alors c'est un déséquilibre en réalité, hein, parce que c'est un déséquilibre pour la population, mais à équilibrer un peu plus le poids des différents États. Même si évidemment, hein, remporter des États comme, le Dakota du Nord, l'Idaho, tout ça, c'est vraiment des miettes. Hmm. Mais bon, dans l'esprit, ça peut équilibrer un peu plus. C'est pour ça que, tu sais, il faut toujours un peu, je sais pas si tu as déjà vu ces cartes-là, il y a des, souvent c'est un peu des idiots qui marquent ça ou alors ils ont pas beaucoup de notions, de démographie. Mais il y a des grandes cartes comme ça où on voit, toute la carte des États-Unis par comté. Donc le comté, c'est les plus petites Ouais. unités, hein, au sein des États, et qui sont entièrement rouges. Et en fait, le couleur du parti républicain. Et il y a très peu de comtés en bleu du parti démocrate. Et il y a des gens qui crient au scandale, regardez comment Clinton a pu avoir plus de voix ou comment Biden a pu avoir plus de voix, alors que la carte, elle est complètement rouge. Mais évidemment, parce que tous les comtés ruraux du centre et du sud des États-Unis, qui sont quasiment tous pour les républicains, sont en rouge. Donc en fait, en termes de territoire, c'est énorme, en termes Eh de oui, oui. cartographie. Sauf que Eh c'est pas le oui, sable ni les arbres qui votent, c'est les gens. c'est Et en vrai. fait, dans ces comtés-là, il n'y a personne. Ouais, Donc, ouais. le Ok. poids démographique, voilà, c'est pas des pierres qui votent, hein, c'est bien des êtres humains. Ouais, Et on a fait voter voilà. des morts, nous, hein, donc bon. Euh, Oui, il n'y a pas que nous qui l'avons fait, ça c'est une technique, c'est une petite technique. pratique commune de fraude électorale, pas mal. Euh, Donc voilà pour les. Oui, je te disais pourquoi c'est plus scandaleux, à mon sens, ouais. le système du Sénat. Et là, les États-Unis sont en train de se confronter, à mon sens, à une problématique qui est la dictature, non pas de la majorité, qui est la crainte de toutes les démocraties, hein, depuis la fin du 18e, mais la Hmm. dictature de la minorité. Et alors cette fois, c'est pas comme dans le discours d'extrême droite, hein, les minorités Oui. de genre, de couleur de peau, etc. Non, là, c'est les minorités conservatrices, puisque le fait est qu'au Sénat, c'est une représentation absolument équivalente, peu importe la population. Tous les États envoient deux sénateurs. La Ah oui. Californie envoie deux sénateurs,
Allez, je vais pas prendre le Dakota du Nord parce que j'ai rien contre cet État, mais un petit État où il y a Le personne, Vermont, il y a du le monde? Wyoming, par Le exemple, Wyoming, bien envoie sûr. 2 sénateurs également. Et le problème, c'est qu'à la fin, là, on est dans une chambre fédérale qui doit beaucoup. Enfin, là, c'est à peu près équilibré, mais la force républicaine, elle est principalement due à des petits États qui sont. Il y a une philosophe qui est intervenue pour dire que c'était même depuis Platon la dictature de C'est pas la faux, majorité. c'est pas faux. Donc en fait, c'est ces États ruraux très peu peuplés, mais parfois on parle d'États où il y a moins d'un million d'habitants, hein, qui ont deux élus, Eh comme la oui. Californie où c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et là, il y a vraiment une problématique démocratique qui se met en place. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les démocrates rêveraient en fait d'intégrer un nouvel État qui serait Washington DC en fait, qui n'est pas un État, hein, donc qui n'a pas de sénateur. Ah Et oui. évidemment, si ça devenait un État, donc il faut des conditions très spécifiques, hein. Il faudrait que les démocrates aient vraiment beaucoup d'élus dans les deux chambres pour pouvoir le faire admettre comme État, ferait obtenir à Washington DC deux sénateurs, et deux sénateurs qui seraient de façon quasi certaine des sénateurs démocrates, puisque je crois que Biden sur place a fait 93% Ah yes. aux dernières élections, quoi. Donc, tu vois, c'est encore un enjeu, cette histoire d'avoir des Ouais. nouveaux États, parce que qui dit nouveaux États dit sénateur en plus. Et sénateur, c'est deux sénateurs par État, eu égard à la population en son sein, quoi. Et du coup, tu disais qu'il y avait 2 chambres, mais donc il y a Oui. les sénateurs et l'autre chambre, Bah, c'est la Chambre des représentants, c'est toujours, il y a ce système bicaméral bicaméral. J'avais le où on a mot. ouais, où on a une chambre basse, une chambre haute. La chambre basse qui est élue au suffrage universel direct. Les deux chambres sont élues au suffrage universel direct, mais là, il y a des circonscriptions, si tu veux, Mmh. qui sont réparties. Ensuite, c'est réparti par rapport à la population de l'État. Donc là, D'accord. les États plus peuplés sont plus représentés, sont davantage représentés. Et puis la Chambre haute, donc le Sénat des États-Unis, ça forme le Congrès, hein, le Congrès c'est les deux en fait ensemble. Et cette Chambre haute qui donc est élue au suffrage universel direct également. Depuis, il y a eu un amendement, je ne sais plus c'est le numéro combien, je crois que c'est dans les années 30. Donc les sénateurs élus au suffrage universel direct, mais par contre c'est deux par État, peu importe la population. Et il y a une question qui a été posée Ça doit être clair. qui est pas mal, c'est du coup, est-ce que les États-Unis sont d'accord avec ce système de grands électeurs et tout ça? Et je dirais même, est-ce que, en fin de compte, la volonté de troisième parti n'a pas été aussi motivée d'une manière ou d'une autre par le fait de rebattre un peu les cartes d'un système bipartisan ou des choses comme ça? Alors, moi, je peux pas tellement te dire pour, actuellement. J'imagine qu'il y a des États-Unis puisque ce que je relève là, je suis pas j'imagine que des États-Unis qui vivent ce système, le remarquent encore avec davantage d'acuité que moi-même. Hmm. Donc, c'est sûr qu'il y a des États-Unis qui dénoncent ce système. Et en effet, tu as raison par contre que, les tiers partis ont aussi eu des revendications d'amélioration de la démocratie américaine. Typiquement, si je prends l'exemple sur lequel je travaille, moi, le People's Party à la fin du 19e siècle, parmi leurs revendications, il y a l'élection du président au suffrage universel direct, ce qui n'a toujours Ok. pas lieu, Eh oui. l'élection des sénateurs au suffrage universel direct, qui n'a pas, donc qui ne va apparaître que dans les années 30, je crois. Ils ont aussi la volonté d'instaurer, en tout cas pour certains, ils sont un peu divisés sur la question, mais ils vont réussir à le faire dans certains États. Le système d'initiative et de référendum, hein, d'initiative populaire pour pouvoir convoquer des référendums à partir de pétitions, comme il y avait en Suisse à la même époque. Ils veulent aussi mettre en place ce qu'ils appellent l'os le suffrage australien. En fait, c'est simplement le D'accord. vote. En fait, si je t'explique, c'est simple, hein. Ouais. C'est l'isoloir et le vote à bulletin secret. C'est ça, en fait, Ah oui, parce que c'est pas le ce qu'ils cas. veulent. Non, non, c'est ce qu'ils appellent l'Australian Ballot. Et donc, c'est ça, ils veulent le mettre en place. C'est pas encore le cas. Ils veulent mettre en place aussi un truc qu'ils appellent le Crawford County System, le système du comté de Crawford. Je crois que c'est un comté dans l'Illinois ou en Pennsylvanie, à vérifier, je ne sais plus. En fait, c'est simplement la volonté que les primaires des partis soient élus par la base et non pas. En fait, au départ, les primaires, c'est élu par
par les cadres des partis, si Ouais, tu oui. veux. C'est des primaires qui sont pas aussi démocratiques. Et donc là, c'est mettre en place des primaires directes au sein des partis, puisque les partis font un peu ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Le Crawford County System pouvait imposer en fait ce système comme on connaît actuellement là, dans les primaires actuelles, où c'est pas simplement les partis qui font des conventions, comme les partis français en fait en général, hein, quand il n'y a pas de primaire et qui décident entre eux, Oui, qui décident entre eux qui va être dans des élu, conventions internes, qui va être sans présent. primaire, voilà, qui va être candidat, quoi. Ouais. Donc en fait, ils ont des revendications d'amélioration et d'extension du suffrage aussi, hein. Le suffrage des femmes, par exemple, c'est aussi un des points qui est plus ou moins porté. Alors c'est compliqué, hein, ils ne sont pas tous d'accord, mais qui est en partie porté par le People's Party, en tout cas par des membres du People's Party. Oui, parce qu'aux Euh, États-Unis, ça arrive quand le vote des femmes? ah, Le droit? alors, au niveau fédéral, c'est en 1920, Ok. mais il y a des États qui l'adoptent auparavant. Et en fait, même si tu veux, c'est même plus compliqué que ça parce que il y a aussi des possibilités pour les femmes de voter dans certaines élections. Parce que les Américains votent beaucoup. Ils votent pour leurs juges, ils votent pour leurs shérifs, ils votent pour des administrateurs au niveau Mais du comté, c'est donc vrai ils qu'on votent pour oublie des. ça. Ils votent les juges, ils Ah votent ouais, les shérifs. Ouais. ils votent pour tout. On vote pas pour les Et en fait, c'est commissaires, vrai nous, hein. non, ça pourrait, hein, ça pourrait, de temps en temps, ça pourrait être une bonne idée. Mais après, ça pose des problèmes aussi pour les juges parce que du coup, ils ont un mandat et aussi ils ont des électeurs à séduire. Donc Et c'est ça ouais. le problème aussi, hein. Ça peut influencer sur les décisions des uns et des autres. Mais pour revenir à cette question-là, en fait, on va prendre l'exemple du Kansas. C'est bien de partir sur un exemple précis. Le Kansas, dans sa constitution, autorise les femmes à voter pour les bureaux scolaires. Au niveau des comtés, il y a des bureaux qui sont mis en place, Ok. qui décident des questions scolaires. Et les femmes, là, elles ont le droit de voter à ce niveau-là. En 1887, il y a un amendement qui est voté pour qu'elles puissent voter aux élections municipales. D'accord. Donc, en fait, tu vois, petit à petit, en fait, il y a des endroits où elles peuvent voter. Il y a des États, typiquement l'État du Wyoming. Enfin, je crois que c'est quand c'est encore un territoire. Il faudra vérifier, mais en 1869, le Wyoming décide que les femmes peuvent voter. Ah oui. Sur un argument un peu fallacieux, je te le donne en mille, c'est que les Noirs peuvent voter. Comment ça se fait que nos femmes blanches ne puissent pas? Oh là là. Donc c'est des Même ça, démocrates. Le Wyoming, même ça, il y a un c'est argument raciste derrière. il y a un argument comme ça, mais donc le Oula. Wyoming, c'est le premier endroit où les femmes ont le droit de voter. Je crois que à l'époque, c'est encore qu'un territoire. Je pense Ok. qu'après, il y a un changement constitutionnel qui fait que ils reviennent dessus pour ensuite le réinstaurer, quoi. Bref. Et après, il y a d'autres questions. Il y a la possibilité de voter, mais il y a aussi la possibilité d'être candidat, parce que ça, on a toujours Eh l'impression que ça oui. va ensemble, mais c'est pas toujours le cas, etc. Donc il y a plein de modalités très différentes. Donc il y a des États en fait qui vont donner le droit de vote avant. Il y a des États où les femmes auront le droit de vote à certains endroits, en particulier pour certaines institutions, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait un amendement qui soit fait, qui soit mis en place, hein, pour que là, les femmes aient le droit de vote. Alors moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur cette histoire de sénateurs, où il y a 2 sénateurs par État. Alors, la chambre basse, du coup, il y a une proportion, enfin c'est par rapport à des comtés, c'est ça? En tout cas, c'est redécoupé à l'intérieur de l'État, c'est peut-être pas des comtés? Non, en fait, c'est des districts. C'est comme Des nous, districts, en en fait, gros, c'est il y a des découpé, c'est des quoi. circonscriptions électorales. Ouais, Il de y a les districts circonscription, très bien. électoraux. Voilà, districts électoraux Ok. qui regroupent évidemment, il y a souvent ça découpe des comtés, hein, tout simplement, et ça regroupe, tant de population. Alors, entre temps et À peu temps, mais le but, près. c'est que ce soit après une représentation proportionnelle au niveau des États-Unis. Ok. Donc ça, on a, en gros, c'est l'équivalent de nos députés à nous. Voilà. Ouais, complètement. Mais C'est je me vraiment ça. demandais si, parce que, en fait, quand on a une technique comme celle-ci, qui est représentative de la population, donc plutôt démocratique, je trouve ça toujours difficile d'aller argumenter pour l'autre technique qui est moins démocratique, où on va dire bah, 2 sénateurs par État. Donc, est-ce que, un petit peu comme nous en Ouais. France, est-ce que c'est une technique pour garder dans la chambre haute une forme d'aristocratie ou de bourgeoisie, ou est-ce que ça a été pensé comme Mais ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. mais en fait, Cédric, Oui. je pourrais même te dire qu'il y a un problème de représentation parce que les petits États sont plus représentés. Mais nous, en France, on cumule ce problème de représentation parce qu'en réalité, les sénateurs sont élus par département et les départements ruraux sont surreprésentés au Sénat. Hmm. Ils sont surreprésentés au Eh Sénat. oui. En réalité, il faut même dire en France, hein, même les députés de certaines zones rurales sont surreprésentés par rapport à des zones urbaines.
Mmh. Parce que dis-toi que les circonscriptions, c'est entre tant et tant de population. Et en Ouais. fait, dans certains départements, il y a 2 députés, ça mériterait pas toujours qu'il y en ait 2 et même parfois il y en a qu'un et c'est peut-être même déjà un peu trop, tu vois ce que je veux dire? Et donc les sénateurs en On France, non creuse. seulement il y a un double problème sur le Sénat, hein. C'est que non seulement, les zones rurales sont trop représentées, Mmh. sont surreprésentées, même s'il y a un écart, hein, mais il y a quand même une surreprésentation. Tu compareras, hein, le nombre de sénateurs entre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Certes, il y en a plus dans le Puy-de-Dôme que dans la Haute-Loire, mais par contre l'écart, il est, moins important que, je crois, hein, à vérifier, que par rapport aux députés. Mmh. Premièrement et en plus, nous, on cumule avec le suffrage indirect. Oui, oui, tout Alors à que fait. moi, aux États-Unis, Ils ont le ils ont suffrage au moins direct. le suffrage C'est direct vrai, pour élire les sénateurs, c'est tu déjà vois? ça. Donc mais en général, de toute façon, le Sénat, la deuxième chambre, partout où elle a été mise en place, c'est toujours pour créer une deuxième chambre qui va être conservatrice. Ouais, c'est ça. C'est la chambre qui représente les aristocrates quand on est, en Angleterre, donc la Chambre des Lords, hein, qui est la chambre haute. C'est la chambre qui représente maintenant, on dit aujourd'hui les territoires, Donc c'est vrai. pour ne pas dire en fait les zones les plus conservatrices, les États, les zones les plus rurales, qui sont actuellement, ça n'a pas toujours été le cas selon les pays, hein, aux États-Unis, ça n'a pas toujours été le cas en tout cas, mais qui sont souvent plus conservatrices. En tout cas, c'est le cas actuellement. Donc c'est toujours une chambre qui est faite pour, c'est une chambre enfin, après là, c'est mon point de vue. Ouais. C'est mon point de vue là en tant que citoyen et alors non, c'est fait pour être des chambres qui vont, diminuer la souveraineté populaire, toujours Ouais. et qui sont là, qui sont issues d'une crainte qu'une chambre unique, élue, par le peuple à hauteur de, représentation proportionnelle, c'est-à-dire qui va, représenter davantage les villes et cetera, donc les endroits où les gens s'agitent. Il y a toujours cette crainte-là et donc on va mettre un Sénat. Le Sénat est fait pour, est fait pour diminuer, le poids de la chambre la plus démocratique et donc de Mmh. la souveraineté populaire, de l'expression du peuple. C'est ce qu'on appelle le parlementarisme. Le parlementarisme est fondé en fait sur ce bicamérisme ou bicaméralisme, peu importe, le terme est le même, est fondé sur cela et en fait, il y a tout plein de courants républicains partout en Europe et aux États-Unis qui contestent en fait, parfois même l'existence d'une deuxième chambre en Ouais, disant: ouais. «On en a déjà une, pourquoi en mettre une deuxième quoi?» Mmh. OK, OK. Voilà. Alors, ce que je crois que j'ai du retour. Est-ce que j'ai du, ah ouais. Alors les Américains votent pour tout sauf le président. Ouais, c'est une bonne, OK. c'est pas une mauvaise remarque, J'arrive, Hem, je vais brancher mon ordinateur. bien, très bien, pas de souci. Hop là, je suis de retour. Oui, donc en fait, ce que je on parle de la démocratie aux États-Unis, donc forcément on parle du système de vote, des représentants, mais c'est pas que ça la démocratie. Et du coup, il y a aux États-Unis visiblement une attention particulière au contre-pouvoir, que ça soit des contre-pouvoirs, donc bon, les trois pouvoirs de base de la politique, législatif, exécutif et législatif, donc qui existent hein, à travers les chambres des représentants, le président qui est exécutif et les juges donc. Mais est-ce que cette attention au contre-pouvoir, alors peut-être que c'est moi, c'est une idée que je me fais moi, hein, peut-être qu'il n'y a pas tant de contre-pouvoir que ça, hein, tu nous diras, mais est-ce que cette attention au contre-pouvoir était aussi quelque chose qui était voulu, on va dire, avec la naissance des États-Unis, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé, est-ce que c'est quelque chose qui a été proposé, renouvelé? Parce que par exemple, il me semble que j'ai compris que au milieu du 19e siècle, il commence à avoir des renouveaux démocratiques, on a envie de changer, on a envie d'évoluer un petit peu le système démocratique, alors du coup avec l'apparition du People's Party, qui est motivé entre autres, j'imagine, par ça aussi. Est-ce que ça arrive à ce moment-là, cette idée de contre-pouvoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté, qui est quand même, qui naît avant? Bah non, là pour le coup, c'est initial, hein, cette envie d'avoir le check and balance, hein, qui est l'équilibre l'équilibre entre les différents pouvoirs et essayer, de le maintenir au mieux, et donc arriver à équilibrer à la fois Mmh. tous ces différents pouvoirs. Après, est-ce que dans les faits, ça a toujours été effectif? Ça s'il y a un petit côté là, tautologie là, dans ce que je viens de dire. Évidemment que non et
qu'il y a toujours eu des abus d'un pouvoir ou d'un autre, des prérogatives qui sont, de toute façon, quand il y a un pouvoir, il y a toujours le moyen d'en abuser, même si on essaye de faire des institutions plus ou moins équilibrées. Heu, c'est pas tellement pour te dire, hein, c'est pas tellement sur ces, questions-là que que s'interroge le People's Party. En tout cas, c'est pas vraiment sur ces OK, questions de déséquilibre entre les pouvoirs. OK. Voilà, c'est plutôt sur, est-ce que ces pouvoirs sont, heu, élus, et contrôlés même, vous pouvez bien contrôlés, de façon démocratique Mmh. et de telle sorte à ce que la souveraineté du peuple soit respectée. C'est vraiment ça qui va c'est vraiment ça qui les travaille, quoi. Bah, j'aimerais du coup qu'on prenne un petit peu de temps sur quand même ce People's Party qui est en fin de compte quelque chose qui est pas très connu, Mmh. euh, à mon avis, hein, qui est peut-être pas assez connu, et qui quand même, d'une manière ou d'une autre, a été taxé de populisme. Alors je sais plus si tu me disais si eux, ils ont accepté le terme, si c'est eux qui se sont étiquetés comme ça. C'est Ouais, eux qui ont ouais, fait ça, eux, voilà. c'est ça, en fait. Si tu veux alors, l'histoire du People's Party, elle est, c'est l'histoire de enfin, alors, je vais dire, si je dis après-guerre, il faut comprendre que je parle de l'après-guerre de sécession, hein. Oui. Donc là, à partir du moment quand je dis après-guerre, je dis ça aussi pour le chat, quand je dis après-guerre, c'est après-guerre de sécession. En fait, il y a un historien qui a écrit un historien excellent d'ailleurs, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle, donc Charles Postel, historien. Il a écrit Nihiro va chercher. ouais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle il en a fait 2 qui sont excellents. Là, j'ai parlé de Equality, c'est An American Dilemma, je crois, le sous-titre, Ok. et qui revient en fait sur la période de l'après-guerre. Si tu veux, heu, il part du constat que, la guerre de sécession a mobilisé la thématique de l'égalité. Égalité, en l'occurrence, entre, blancs et noirs, entre, les gens qui étaient libres et ceux qui ne l'étaient pas. Et que ce sentiment d'égalité va se répercuter dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine économique. Et que va naître, à partir de la fin des années 60, tout un ensemble de mouvements qu'on va appeler, sur place, des mouvements réformateurs, qui vont se constituer en organisation, en association ou en parti politique, et qui vont porter ce thème de l'égalité du terrain où il était initialement porté, donc sur la question de l'abolition de l'esclavage, jusqu'au terrain économique. Dans un moment, pourquoi à ce moment-là? Parce que la période qui est donc d'après-guerre, va être ce qu'on appelle le Gilded Age, l'âge d'or. Pourquoi l'âge d'or? Parce que c'est le moment de développement intense du capitalisme américain, où se développent des entreprises dans des domaines aussi divers que la conserve, le chemin de fer, la banque évidemment, le charbon, le pétrole, et cetera. C'est l'époque, hein, des Morgan, Rockefeller, j'en oublie sûrement d'autres, bah, vous voyez tous ces grands barons, hein, comme on les appelle, et qui en fait va entraîner un essor économique important, dans certains secteurs, accompagné d'une crise économique dans d'autres, et notamment dans le secteur agricole, ce qui va, avoir des conséquences sur la naissance du People's Party, et qui va aussi faire naître un sentiment d'inégalité, sentiment qui est fondé, parce que c'est une société qui devient de plus en plus inégalitaire, entre d'une part, eh ben, une élite économique Mhm. qu'on accuse et qui est pour laquelle, tous les hommes politiques sont au service, tu vois? Il y a ce discours-là qui est derrière, hein, et d'autre part, des ouvriers qui sont, maltraités, qui travaillent dans des conditions qui sont très difficiles, qui sont réprimés s'ils se relèvent, qui ont pas de droits, et aussi, et là, c'est là où intervient le People's Party, les mouvements réformateurs puis le People's Party, dans le domaine, de ceux à qui on a promis d'avoir une terre et d'avoir la panacée agricole, c'est-à-dire dans les États, hein, du Midwest en particulier, heu, des agriculteurs qui vont se confronter à une crise, si bien qu'ils vont être complètement endettés, heu, et qui vont se retrouver, sans moyen de subsistance, quoi. D'accord. Et donc de cette égalité naît plusieurs organisations, je passe très vite dessus. Il y a le mouvement qu'on appelle, la Grange, rien à voir avec ZZ Top. Les Chevaliers du Travail dans un domaine, les Knights of Labour, qui est dans un domaine plus, ouvriériste, mais qui se développe aussi dans les zones rurales en réalité. Des tiers partis qui se développent. Au début, le Greenback Party. Le Greenback, en fait, c'est ceux qui vont défendre, de façon très caricaturale, le maintien de la monnaie papier, qui avait été émis pendant la guerre de sécession
pour avoir une masse monétaire suffisamment importante OK. et qu'on décide de supprimer pour, pas avoir une inflation trop forte. Et ce parti-là, il veut la monnaie du peuple, hein, donc le Greenback Party, puis l'Union Labour Party, là, c'est le parti de l'union du travail, hein, et enfin le People's Party qui va vraiment être l'aboutissement, de toute cette dynamique, donc au tout début des années 1890. Et ce parti, va naître dans sa première forme au Kansas en 1890, à partir de ce qu'on appelle l'Alliance des agriculteurs, c'est la Farmers Alliance, qui est une association d'agriculteurs du Kansas qui se regroupent pour discuter de politique, pour discuter de leurs problèmes, pour fonder des coopératives aussi parfois, et qui vont décider de franchir le pas et d'aller sur le terrain politique et de présenter des candidats sous le nom de People's Party, qui est au départ D'accord. une coalition et qui devient en 1892 un parti à l'échelle nationale, à Ah oui, l'échelle c'est fédérale. c'est un Voilà. mouvement paysan. Mmh. À la Alors, base. à l'origine, c'est porté principalement par des agriculteurs du sud des États-Unis et du Midwest, avec en fait des divergences d'intérêts entre les deux, ce qui va causer un peu des remous au Mmh. sein du People's Party. En association avec, en fait, ils vont jamais réussir à réellement séduire le monde ouvrier. Ils vont séduire un peu, les Knights of Labor, donc ces chevaliers du travail, mais qui sont en fait une forme de proto-syndicalisme un peu élitiste et qui est en déclin en fait à ce moment-là, Alors, c'est même quoi les s'ils Chevaliers réussissent. du Travail? Excuse-moi, j'ai Bah, pas compris. c'est une organisation qui marche un peu sur le qui est une organis c'est un je dis un proto-syndicat parce que c'est OK. pas mais bon, on va dire que c'est une des premières formes de syndicat, qui se développe, donc dans les années, 1870-1880, et qui est en déclin en fait déjà à la fin des années 1880. En fait, il y a une grande grève en 1886 qu'ils vont perdre dans le domaine ferroviaire et qui va faire que l'organisation va s'écrouler. D'accord. Sur ces cendres va naître le premier grand syndicat américain, l'American Federation of Labor. Et en fait, sur ces restes, eux, ils vont s'associer au People's Party. Mais tu vois, c'est pas grand-chose en fait Mmh mh. en termes de mouvement ouvrier, c'est rien. Principalement dans les zones, dans ceux qui ne sont pas du mouvement des agriculteurs, ça va être, des hommes de la classe moyenne, des médecins, des avocats et cetera, qui ont des idées très radicales et qui vont, en fait, s'agréger, en fait, à cette, formation et même parfois inculquer des idées radicales, aux agriculteurs, quoi. OK. Je vais Voilà. éternuer. Vas-y, je t'en prie. Ah bah non, Bless you, comme on c'est dit bon en là-bas. fait. Oh bah C'est toi bon. alors, quel anglophone c'est lui? Tu vu? Hem, Donc voilà ce OK. People's Party qui à la fois a un programme, les questions économiques sont très importantes. Franchement, je vais alors sauf si vraiment tu le demandes, mais les questions économiques sont vraiment très, très, très complexes. T'inquiète. Ça mériterait 2 heures en fait carrément, donc peut-être pas aller sur ce terrain-là et on va rester sur les questions démocratiques, donc c'est tout ce que je t'ai dit, hein. Mmh mh. Ils demandent, élection du président et des sénateurs au suffrage direct, de, réfléchir. Des fois, ils sont plus prudents. Il y a les demandes et il y a les «on va réfléchir à», donc de réfléchir favorablement à, l'initiative et le référendum, au suffrage des femmes et Ouais. cetera. Donc ça, c'est sur le plan démocratique et les questions économiques sur le plan démocratique, il y a l'idée quand même que la souveraineté populaire a été confisquée par le pouvoir économique, par les trusts, par les monopoles, Ah ouais. par les grands barreaux de la finance et que en fait, leur pouvoir économique leur donne finalement un pouvoir politique qui empêche la souveraineté du peuple d'aboutir. Mmh. Ce qui fait aussi que contrairement aux socialistes, ils sont moins révolutionnaires parce que si c'est un problème politique, et ben la prise du pouvoir et le changement des institutions par le vote est suffisante. Mmh mh. Ah oui d'accord, ils sont pas révolutionnaires, Voilà, oui, oui. en fait, ils sont persuadés que même les problèmes économiques peuvent être réglés par la prise du pouvoir, par le changement des institutions qui rend le pouvoir au peuple, et puis après le peuple, il va voter des réformes économiques favorables au peuple. Ils ne Mmh. pensent pas au fait qu'il y ait besoin d'un, soulèvement, d'une révolution, et cetera. C'est pour ça que c'est un mouvement réformateur, heu, en réalité. Ouais, donc l'idée est quand même donc ça vient de mouvements, bon, paysans en tout cas, de gens plus Agrarien, si tu veux, tu peux dire OK, un mouvement OK. agrarien. Donc mais en tout cas, relativement modeste ou en tout cas, à l'écoute de des gens modestes qui vivent ces inégalités, de manière un peu dure. C'est ça qui Ouais, vient motiver et que le moyen pour arriver à améliorer en gros la vie des gens, ça va être plus de démocratie. C'est ça l'idée? c'est ça l'idée. Ils sont convaincus, mais en fait, ils portent en eux, si vraiment l'étude des discours, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en fait dans mon travail.
J'ai beaucoup travaillé. Moi, j'appelle cette technique-là, et je le remarque en fait en France et en Espagne, ce qu'ils appellent eux là, j'appelle ça. Je pense pas être le premier à l'avoir appelé comme ça, mais moi je définis ça comme ça. C'est la révolution par les urnes. Oui. En fait, ça peut paraître un peu contradictoire, mais parce que eux, ils portent. Parce que si tu les écoutes parler, vraiment, ils ont un discours révolutionnaire. Non Mmh. seulement ils ont un discours révolutionnaire qui va employer des mots, le combat, la lutte, même la révolution parfois, hein, et en plus, ils cultivent une mémoire révolutionnaire. Ça veut dire qu'ils cultivent la mémoire de la Révolution américaine. Ils vont faire la troisième Révolution américaine. La deuxième, pour eux, c'est l'abolition de l'esclavage, hein. Donc, ils vont faire Ah une oui, ce que tu es en train de troisième. me dire, OK. Voilà, donc vraiment, ils se mettent dans cette perspective, ils cultivent cette mémoire-là. Mais par contre, dans les formes qu'ils veulent que ça prenne, ils disent, mais non, mais par contre, maintenant, on n'a plus besoin de prendre des armes. En Mmh. plus, ils sont traumatisés. Imagine, ils sont traumatisés par Oui, la guerre de oui. sécession. Donc ils disent, non, on peut la peine de prendre des armes. On peut passer par les urnes. C'est pas the bullets, c'est the ballot. Tu vois? Mmh. Pas des balles, des bulletins de vote. Et ça, c'est un slogan qu'ils ont, quoi, qui vraiment possèdent. Donc ils sont persuadés que les urnes ont des vertus révolutionnaires parce qu'elles vont être capables d'amener la réforme. Il y a l'idée aussi que c'est un pays, que les États-Unis sont civilisés. C'est un État civilisé, on n'est plus comme en Europe, Ah où en oui. Europe, il y a Ah des oui! répressions militaires des oppositions, et qu'en plus, on se révolte, on fait des révolutions. Non, non, aux États-Unis, on peut régler ça par les Ah. urnes. C'est fini, quoi. Et c'est fini parce qu'en plus, on a vu ce que ça se passait quand un différend politique se réglait par les armes. C'est la guerre de sécession. Il faut dire que le Midwest, au début de la guerre de sécession, c'est un quart de la population américaine. C'est la moitié des armées, des soldats qui vont être engagés dans l'Union. Ah Donc oui. l'effort militaire qui a été parfois accepté volontairement, hein, parce il y avait beaucoup d'anti-esclavagistes dans le Midwest, qui a été supporté par tous ces États, Kansas compris, a été vraiment conséquent. Et le Kansas, en plus, a vécu toute la période des années 50 des attaques du Missouri, et même pendant, je ne sais pas s'il y a des lecteurs là, ou même si toi tu as lu, comment ça s'appelle, Les Tuniques Bleues, il y en a un qui s'appelle Quantrill. OK. Quantrill, en fait, c'est une espèce de hors-la-loi sudiste qui vient faire des raids un peu partout dans un endroit, je ne crois pas qu'il est vraiment situé. Mmh. En réalité, Quantrill, ces raids, il les faisait au Kansas et il a détruit des villes. Il y a la ville de Lawrence qui a été détruite, ça a été des massacres, etc. Donc, ils ont vécu vraiment la guerre de sécession. Donc, ils s'en rappellent de ce que c'est la guerre civile, quoi. Mmh. Par exemple, du coup, ils veulent la révolution, mais c'est une révolution qui passe par les urnes, quoi. OK. Et est-ce qu'il y Voilà. a un lien spécifique? Parce que quand tu parles qu'il y a un parti socialiste déjà aux États-Unis, ça m'a étonné. Je pensais pas qu'il y ait un jour un Ouais. parti socialiste. Est-ce qu'ils avaient des liens avec le parti socialiste? Alors, ça, c'est ultra intéressant. Il y a déjà, en fait, il va y avoir plusieurs partis socialistes aux États-Unis. Les partis socialistes qui sont constitués au moment du People's Party, dans sa partie où le People's Party va vraiment être puissant. C'est-à-dire, on va dire en gros de 1890 à 1896, où vraiment, c'est un parti qui va avoir une petite existence suffisamment importante pour avoir des élus, des représentants, etc. Allez, au maximum jusqu'en 98. Les partis socialistes qui sont constitués, c'est des partis urbains minoritaires, un peu sectaires et qui vont pas du tout soutenir le People's Party. OK. Mais là où il faut apporter une nuance, c'est que par la suite, il va y avoir des individus qui ont été membres du People's Party ou qui ont soutenu le People's Party, qui vont devenir des leaders socialistes. Par exemple, Eugène Debs, qui est un grand leader syndicaliste, va être assez proche du People's Party sans en être membre et va devenir la grande figure de l'histoire des États-Unis par rapport au socialisme. Il a été candidat plusieurs fois. OK. Il a même fait, à une des élections au début du XXe siècle, un score qui est relativement important pour un tiers parti, notamment socialiste. Moi, j'ai des individus, par exemple, dans mes recherches, qui vont euh, fonder le Parti socialiste au Kansas. Ils vont quitter le People's Party, vont être les fondateurs du People's Party au Kansas. Et le Midwest, en général, va être ouvert, comme il a été ouvert aux idées radicales du People's Party, va être aussi ouvert aux idées socialistes, alors, dans une moindre mesure, hein, mais par exemple, dis-toi que le plus grand périodique fondé aux États-Unis, il est fondé dans la ville de Girard, au Kansas. Donc, OK. c'était le principal périodique, c'est fondé à Girard. Et juste à la fin du People's Party, et d'ailleurs, c'était un périodique qui a recruté des gens assez proches du People's Party. La plus grande section du People's Party, du Parti socialiste, excuse-moi, elle était dans l'Oklahoma. D'accord. Donc là, on est déjà dans le sud, on est à la limite entre le Midwest et le sud. C'est l'État juste au sud du Kansas. Et on a eu des villes, Minneapolis ou Milwaukee, je ne sais plus, qui ont été dirigées par des socialistes aussi. Ah quand même! Ah oui, d'accord.
Minneapolis, je crois que c'est Minneapolis, à vérifier si le chat veut vérifier. Je crois que c'est Minneapolis qui OK, a eu pendant un longtemps des maire maires socialiste. socialistes. C'est fou. OK. Euh, donc en fait, il y a cette histoire. Si vous, je sais plus s'il en parle beaucoup, mais il y a eu un bouquin qui a bien marché, hein, c'est Howard Zinn qui a fait une histoire populaire des États-Unis. Tout à fait. Et je pense que ce bouquin qui est vraiment très bien, bon, c'est très long, hein, il est très long et en plus il synthétise depuis la conquête, hein, en réalité. Mais je pense qu'il doit à un moment évoquer ces passages méconnus, donc l'existence d'un mouvement socialiste et aussi l'existence d'un mouvement social très très important avec des grèves qui ont été non seulement d'une ampleur considérable et réprimées avec une violence tout aussi considérable, hein. Donc c'est bien ça, évidemment. Thomas H. Van Leer, maire de Minneapolis Voilà, du 1er janvier 1917 au 6 janvier 1919. voilà. C'est Tu vois, fou. donc dans ces villes là Merci Théo Pépier. merci beaucoup. Dans ces villes du Midwest, hein, du Minnesota en l'occurrence, il y a eu des maires socialistes. C'est pas la seule, hein, il y a eu d'autres endroits C'est fou. où il y en a eu. Bon, alors moi, voilà, à l'époque, ils sont, voilà, c'est On vraiment top. résiduel et ils sont un peu sectaires et en fait, ils sont pas présents comme ça, tout simplement. Ok. Ils sont pas présents. Le parti est fondé, si mes souvenirs sont bons, par un homme qui s'appelle Clemens, qui est un ancien membre du People's Party. Ah ouais. Qui va le quitter en fait parce que le People's Party va s'allier avec les démocrates, et il va refuser en fait cette alliance et il va fonder un petit club socialiste, en réalité qui est pas si important que ça, mais bon, c'est la première occurrence, hein, Mm. au Kansas, avec le soutien du, parti socialiste de Kansas City. Kansas City, comme son nom l'indique, c'est au Missouri. Donc mais c'est juste à côté, c'est à la frontière en réalité entre le Missouri et le Kansas et il reçoit le soutien en fait. Moi, j'ai vu ça dans les archives, c'était déjà documenté, hein, mais dans les archives, j'ai trouvé, il y a des petits carnets qui ont été tenus par, ce Clemens où on voit en fait qu'il a des contacts avec des socialistes du Missouri aux alentours de 1897-98, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, on va, j'ai une question sur on va dire la destinée du People's Party et son lien avec la Ouais. démocratie. Mais je voulais juste faire une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a demandé c'est quoi comment dire, la méthode de recherche en histoire. Et pour faire Ah, très rapidement, on va pas forcément parler longtemps, mais François se déplace, va dans les archives. Donc oui, t'es allé en Espagne parce que tu travailles sur un mouvement populiste espagnol. T'es allé aux ouais. États-Unis. Donc voilà, visiblement de ce que je sais, les historiens se déplacent et vont lire. Donc quand tu dis qu'il y avait des petits carnets, tu les as eu dans la main, tu Ouais, les c'est as ça. vus. Alors bon, j'imagine qu'il faut faire un peu attention, c'est quand même des choses qui sont qui sont un peu précieuses, mais bon voilà, c'est ça quand même quand faire de la recherche en histoire, c'est aller chercher des archives quoi, des trucs qui ont été dits, qui ont été écrits. Ouais, absolument. Le travail de l'historien. Alors, ce qu'on a en commun avec l'ensemble des chercheurs, c'est la lecture de la littérature secondaire, donc les articles, les thèses, les ouvrages qui ont été écrits par des autres historiens. Et après, nous, on travaille sur un matériau. Alors, tout va dépendre de quel type d'historien tu es. Un spécialiste de l'histoire grecque antique, il ne travaille pas exactement sur le même type Oui. de sources, avec exactement les mêmes méthodes qu'un historien d'histoire contemporaine comme moi. Mais oui, il y a un passage obligatoire, c'est ce qu'on a sur le travail sur les sources primaires, ce qu'on appelle les archives, tout simplement. Et les archives, alors il y en a maintenant qui sont numérisées, donc ça facilite quand même la tâche. Oui. Surtout une source qui est ultra importante pour l'histoire contemporaine, c'est la presse. Ah oui, On oui. apprend énormément de choses sur la presse. Heu, en fait, quand on sait s'en servir, c'est incroyable la Mm, quantité mm. d'informations qu'on peut trouver dans un périodique. C'est des périodiques qui sont politiques, donc ils donnent aussi des informations sur le fonctionnement des partis. On a parfois les horaires des réunions, les Ah endroits où ça oui, se passe, le oui. nombre de personnes qu'il y a, de quoi on a parlé, et cetera. Voilà, donc la presse, elle a un autre intérêt que de donner les idées, et cetera, ou de retracer des événements. Et ensuite, il y a toutes les restes des archives qui sont d'ordre très divers, et qui sont très différentes selon les pays sur lesquels je travaille pour des raisons différentes. Pour la France, moi j'ai dû me déplacer, donc tu disais, ah bon, États-Unis, je suis allé à Topeka, au Kansas. En Espagne, je suis allé à Valence et Madrid dans différents sites d'archives. En France, je suis allé à Paris et à Lille pour consulter des archives qui sont de nature différente. Ça va être des archives parfois qui sont directement produites par les mouvements en question, de la propagande, Mm, mm. des rapports de fonctionnement interne. Alors parfois, on a l'ordre du jour, le fonctionnement de réunion en réunion dans certains livrets, Le menu. de la correspondance personnelle entre individus. Ensuite, on a aussi des sources qui sont très utiles, notamment pour la France, c'est les sources policières. Il y a de Ah la ouais. surveillance politique, c'est énorme. Sur le boulangisme en particulier, on ne se rend pas compte. Enfin,
C'est fou le nombre de sources que, la police, les renseignements, ont produit. C'est des quantités et des quantités, phénoménales où on peut savoir qui avait les réunions, combien il y en avait et cetera. Ah ouais. Qui suivent toutes les réunions qui se font d'arrondissement. Le boulangisme, je travaille à Paris. Alors source qui n'existe pas aux États-Unis parce qu'il y a pas de police, il y a pas de renseignement policier, en fait. Les shérifs ne mènent pas des renseignements policiers, donc ça n'existe pas parce que l'histoire fait que ça n'existe pas. En Espagne, il y a un système similaire, hein, de préfecture et on sait en fait qu'il y a de la surveillance comme ça. Mais réponse officielle des archives, c'est une grande inondation qui les a fait disparaître en 1956, je crois. Euh, Hypothèse de moi-même, c'est que si c'est pas la guerre civile, c'est les franquistes qui ont fait disparaître Ouais, les archives en passant. de ce qui s'appelle la Gobernación, qui est en fait la préfecture, qui ont disparu. Alors parfois, il faut, par exemple, si vraiment tu veux, que quelqu'un veut savoir comment on peut travailler, par exemple, quand on n'a pas d'archives policières, qui pourtant ont existé, comment on fait pour user? Moi, j'ai trouvé une seule solution. Elle n'est pas optimale, mais elle a fonctionné en partie. Je suis allé voir dans les archives privées d'un ministre de l'Intérieur de l'époque, qui recevait des télégrammes du préfet de Valence. Et Ouais, dans ces télégrammes, bah, je peux avoir des informations sur la surveillance du mouvement politique sur lequel je travaille. c'est fou. Voilà, donc là, je suis allé dans un truc qui s'appelle la Fondation Mora, c'est l'héritier en fait de ce ministre qui a été très important en Espagne. Et en fait, il y a des télégrammes qu'il a gardés de son rôle de ministre de l'Intérieur. Donc moi, j'ai cherché dans ceux qu'il avait au moment où il était ministre de l'Intérieur et au moment où le mouvement était actif. Et en fait, j'ai trouvé certains. Alors, il n'y a pas tout, bien sûr, il y en a beaucoup moins que ce que j'aurais pu espérer trouver si ces archives existaient encore. Mais néanmoins, eh ben, j'ai trouvé quelques points sur la volonté de surveillance, de contrôle, de répression, etc. On peut trouver comme ça. Voilà. Donc là, c'est un peu, il faut un peu Rusé. ruser. Ouais. Voilà. Et parfois, bah, ça a disparu. Et là, on est aussi contraint parce que le passé a laissé comme trace. Mm. Et nous, on fait une histoire en fait à partir de ces sources-là. Donc on est contraint. C'est notre contrainte, ça, de toute façon. Le reste, c'est notre imagination qui fait qu'on peut faire un récit cohérent avec tout ça. Toi, je sais pas si les gens savent, mais on passe de la préhistoire à l'histoire parce qu'on passe à l'écrit. En fait, l'histoire, c'est l'étude des choses écrites. Absolument. Donc Ça, c'est fondamental. il faut des choses C'est écrites. fondamental. Voilà, c'est fondamental, même si on pourra nuancer sur le fait que l'archéologie aide aussi à connaître l'histoire et c'est pas de Oui, la bien science exacte. sûr, bien Mais par sûr. contre, je suis d'accord. En fait, pourquoi il n'y a pas d'histoire avant? En fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'écrit, tout Ouais. simplement. Il n'y a Et pas de journaliste, il n'y a pas d'archives d'un ministre de l'Intérieur. voilà. Et en plus, le développement, alors évidemment, hein, c'est aussi pour ça que l'histoire contemporaine, parfois, bah, enfin, c'est ce que j'ai dit au départ, hein, je travaille sur 10, 15 ans d'histoire. Hmm. C'est vraiment très C'est peu. pas beaucoup, ouais, Si c'est vous vrai. prenez un historien médiéviste, il va travailler sur parfois il va travailler sur plusieurs siècles, Hmm, quoi. hmm. Mais en fait, souvent, c'est parce que il y a des administrations qui sont très avancées, qui produisent beaucoup de documentation. Il y a des acteurs qui produisent beaucoup de documentation. Donc en fait, nous, on peut quasiment savoir ce qui se passe au jour le jour. Et ouais, ouais, Au Moyen Âge, c'est c'est impossible. impossible. Et oui. Voilà. Donc en fait, c'est aussi les sources qui guident Ouais, les méthodes du Sherlock. travail. Ouais, il y a un peu de ça, hein. Il y a quand même l'idée qu'il va falloir aller fouiller, chercher, faire des liens entre des indices. Bon, bah, il y a un peu de Ouais, Sherlock, hein. c'est ça. Mais je trouve ça fascinant quand même qu'on puisse aussi. Alors j'ai fait une petite parenthèse maintenant, on aurait pu la faire après, on aurait pu la faire avant, mais important que la méthode des SHS, déjà la méthode des SHS, ça fait pas beaucoup sens, mais que les méthodes de SHS sont toutes valides scientifiquement, mais toutes différentes. Il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes et que comment l'histoire se fabrique, c'est quand même absolument fascinant. Et, Donc et ce qui n'est pas su aussi, mais est-ce que là, ça concerne en fait tous les chercheurs, et toi, ça te concerne également, c'est aussi que même la littérature, je te dis que ça te concerne parce que toi, ce que tu vas lire en tant que chercheur en termes de littérature de seconde main qui a été faite par des collègues, tu vas aussi la lire dans une langue qui n'est pas la tienne. c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que parfois, il y a pas trop, on n'a pas trop conscience, c'est qu'il y a un peu une langue franque, qui est l'anglais, qui est utilisée en recherche et bah, toi, tu en es très dépendant, on en a déjà parlé. Ouais. Et les sources que, on est obligé de consulter, c'est des sources qui sont écrites, en l'occurrence pour moi en français évidemment, mais aussi en espagnol et en anglais. Ceux qui travaillent sur l'Antiquité grecque et ben, c'est des sources en grec ancien, en latin pour ceux qui travaillent sur le Moyen Âge ou sur le comment dire? Sur l'Antiquité Mm. romaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des recherches sur, la Russie contemporaine si on ne maîtrise pas le russe, par exemple. Au moins à l'écrit, C'est vrai. au moins à la lecture, Mm, quoi. mm. Donc ça, c'est dans la méthode aussi et c'est en fait très compliqué parce que moi je suis pas bilingue du tout.
Et même si c'est une langue qui est un peu préformatée, dans la forme qu'elle a actuellement, plus ou moins, hein, en fait, il y a des termes parfois qui évoquent des réalités, soit des réalités géographiques précises, hein. Il y a des termes qui veulent dire quelque chose aux États-Unis et qu'il faut comprendre que ça veut dire ça, ou qui sont aussi, des référentiels par rapport à des réalités historiques. Et du coup, il y a un terme qui existe encore, mais qui veut plus dire la même chose. Et parfois, on se rend pas bien compte de, Ouais. enfin, parfois, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce niveau-là?» On voit Mmh. bien que le terme tel qu'on le connaît, il veut pas dire ça. Et en effet, il parle pas exactement la il parle 2 fois pas, enfin, il y a 2 façons de pas parler la même langue, hein. Une raison de géographique, parce que les pays parlent pas les mêmes langues, et aussi chronologique, Mmh mh. heu, qui fait qu'on s'amuse aussi avec ça. Donc ça, c'est un enjeu de méthode aussi, en fait, de traduction, de réalité, linguistique et de réalité historique différentes. C'est Voilà. vrai que ça traverse aussi un peu les SHS, hein, parce que en philosophie, si tu veux être spécialiste d'un philosophe allemand, et ben faut parler allemand, hein. Puis c'est tout, Et hein. oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas le choix, Faut quoi. Donc, euh, alors, on finit un petit peu sur ce côté méthode et puis on repassera parce que j'ai quand même une question ouais. super intéressante sur le People's Party et sa descendance, on va dire. Comment tu fais dans ce cas-là, du coup, quand tu es face à un mot ou un doute, quoi? Est-ce que tu as des outils Bah, les outils, alors parfois, c'est toi-même qui vas essayer de réfléchir et de comprendre, Eh vraiment oui. ce que ça veut dire. Parfois, tu vas chercher, en fait, des articles qui comprennent ce terme-là à l'intérieur, qui l'utilisent, qui en parlent, et tu vas comprendre ce que ça signifie en contexte. Parfois, ça m'est arrivé, d'avoir besoin de demander de l'aide, en particulier sur la partie espagnole. Récemment, d'ailleurs, il y avait des termes où j'avais des c'était pas très important, mais je voulais quand même être sûr. Et même avec, l'aide, finalement, ça a posé même des difficultés à la personne à qui que j'avais sollicité. Donc ça m'est arrivé, ouais, de demander de l'aide, mais la plupart du temps, je me débrouille avec la littérature scientifique, en fait, puisque souvent, c'est des termes qui renvoient à des réalités politiques ou historiques particulières. C'est rarement des termes courants, en fait, qui changent de sens. Souvent, c'est des termes, il faudrait que je trouve un exemple ici, mais j'en ai pas tout Hmm. de suite, en tête. Mais voilà, c'est des réalités qui sont traitées historiographiquement, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, Heu, moi, je pense à des choses comme des choses qui sont vachement implicites dans la langue française, mais si on parle par exemple de mai 68, tu trouves dans un texte quelqu'un qui parle de mai 68, va ouais, falloir comprendre que ça a un rapport avec des événements qui se sont passés en mai 1968 et pas 1868. Enfin, des trucs comme ça, ou quand on ça parle des élections présidentielles et qu'on va parler de 2024, par exemple, ou de 2027, et qu'on dit juste 2027 pour les élections de 2027, il y a un truc, bah, t'as besoin d'un contexte en fait. ouais, mais tu as raison, en fait, il y a des expressions comme ça. Moi, j'avais été bloqué par le terme sectionnalism, donc sectionnalisme. Je savais pas ce que ça voulait dire, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, là, j'ai dû faire des recherches pour comprendre que c'était les, divisions politiques entre ces grands ensembles qu'on appelle les sections aux États-Unis, Ouais, ce que tu disais. ça n'existe pas ça en français, voilà. Où il y a des expressions, ils utilisent souvent, dans mes sources, «wave the bloody shirt», ça veut dire, secouer la chemise sanglante, brandir la chemise Ouais. sanglante. Et en fait, ça, c'est pour dénoncer les républicains qui utilisent dans les débats la guerre civile pour attaquer, enfin la guerre de sécession pour attaquer les démocrates. Il faut le comprendre, ça, Donc hein. on les accuse de secouer la chemise sanglante, c'est Ouais. ça que ça veut dire, quoi. Donc tu vois, il faut vraiment Ouais, t'as besoin de contexte. bah, qu'en fait, tu tapes l'expression, puis au moment, tu vois ce que ça veut dire. Tu trouves toujours des articles qui en parlent, et cetera. Donc voilà, ça, c'est là, voilà, des exemples. Merci, tu me les as évoqués indirectement. Du coup, et revenons un tout petit peu aux États-Unis, même si vraiment, je trouve que c'est vraiment pas du tout hors contexte. Je trouve que c'est très important de pouvoir parler de méthode historique et de méthode. Bon, on va voir un peu les sciences Ouais, qu'on absolument, ouais. va pouvoir euh, traiter un peu dans ces discussions scientifiques. Bref, on a un People's Party qui, du coup, est dit populiste, Ouais, mais qui. J'aurais deux questions en gros. Quel a ouais, été son héritage? Est-ce ouais. qu'aujourd'hui, on peut encore entendre des gens se dire descendants du People's Party d'une manière ou d'une autre? Et est-ce que, et là attention, je vais citer les termes, est-ce que Trump et le populisme trumpien, je ne sais pas si on peut dire, a un lien réel, éloigné ou pas du tout avec ce People's Party que l'on dit populiste? Alors, en fait, si, Au revoir on en croit Motti. l'historiographie américaine, spécialiste du People's Party,
Et moi, je m'avance pas trop, mais je leur fais confiance, on va dire, parce que je travaille pas tellement sur la phase suivante. Mais pour eux, les idées qui ont été agitées, mises en avant par le People's Party, ont un héritage dans la phase suivante, au niveau de ce qu'on appelle le moment progressiste. C'est toute la période qui va s'étendre sur, du début du XXe siècle, si tu veux, où sont mises en place plein de, lois fédérales, principalement, en faveur des classes populaires et d'un interventionnisme de l'État un peu plus important. D'accord. D'accord? De la social-démocratie, si tu veux, que si je te le dis dans un autre terme. En Donc gros, c'est au l'idée, ce début serait du ça. 20e, c'est ça? Voilà, Sous début du sous quelle 20e, et puis même on présidence, tu pourrait voir les sais, héritages jusqu'à Roosevelt, si tu veux, OK, jusqu'au New d'accord. Deal, hein. Oui, c'est ça, Parce ce que je qu'ils me ont disais, je aussi pensais à ça. OK. voilà, ils portent aussi beaucoup l'idée d'une intervention de l'État dans certains domaines qui, pour eux, sont des monopoles naturels et qui doivent revenir, dans ces cas-là, à l'État comme étant, selon eux, dans un monde parfait, l'incarnation de la souveraineté populaire. D'accord. Ils disent ça pour les chemins de fer, par exemple, en particulier. Et donc voilà, il y a cet héritage qui est souvent vu, voilà, dans le mouvement progressiste et jusqu'au New Deal, si tu veux. Donc a priori, pas grand-chose à voir avec le Oui, trumpisme, effectivement. à ce niveau-là. Alors pourquoi on appelle aussi Trump populiste? C'est ça qui est le problème, c'est-à-dire qu'on appelle Trump populiste et moi, ce que je t'ai présenté là, ce serait presque les préfigurateurs de ce qui s'est passé, on va dire, grosso modo, dans la gauche américaine du début du XXe siècle. En fait, c'est parce que le terme a changé de sens. Il n'y a pas vraiment de personnes qui se disent héritiers du People's Party. Il y a un petit People's Party qui s'est refondé par un mouvement un peu, on va dire un peu très à gauche, quoi, qui a été créé par un philosophe américain récemment, mais qui pèse rien, si tu veux, ça n'a pas d'influence quoi, sur OK. le jeu politique. En fait, c'est simplement parce que le terme, dans les années 50, a changé de sens. Au moment où des chercheurs en sciences politiques, pour des raisons plus politiques que scientifiques, ont utilisé ce terme pour attaquer le macartisme. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est le Alors macartisme? le macartisme, c'est lié à McCarthy, hein, qui était un sénateur, du parti républicain, qui a mené ce qu'on appelle la chasse aux sorcières, donc une politique, anticommuniste très importante. C'était ça les Mais sorcières, c'était les aussi qui était, communistes. très anti-intellectuel, raciste sur les bords et cetera. Et en Toujours fait, un ces peu. scientifiques dont je parle là, qui ont repris le terme de populiste, eux, c'est pas du tout des communistes, hein. Mais eux, par contre, c'est des intellectuels libéraux, libéraux dans le sens français, on va dire de centre-gauche si tu Ouais. préfères, et qui vont se servir et qui vont dire: «Ah non, non, mais en fait, McCarthy, il n'est pas vraiment opposé aux communistes, en fait, il est opposé aux intellectuels en général et donc à nous aussi». Mmh. Et donc, tu vois, ils vont faire une espèce de colloque un peu bizarre où en fait, c'est pas vraiment scientifique, c'est un peu aussi politique. Et ils vont vouloir donner au macartisme une profondeur historique. Et pour donner cette profondeur historique, ils vont chercher à travers tous les mouvements, de droite comme de gauche, qui se sont à un moment ou non opposés au consensus bipartisan. Mmh. Et ils vont partir du People's Party, certains vont même partir de Jefferson en fait. Tous ceux qui vont en faire un appel au peuple, peu importe pourquoi ils font appel au peuple, que ce soit pour plus de démocratie, pour de l'égalité économique ou pour un appel au petit peuple contre les juifs, contre les noirs, etc. Non, en fait, Mmh. ils vont rassembler tout ça. Et ils vont appeler ça ce courant, le populisme. Ah oui. Et en fait, de ce moment-là, ça se passe dans les années 50, naît le concept, alors pseudo-concept, hein, de populisme tel qu'on l'emploie actuellement dans le monde entier. Tu OK. vois? Alors qu'à l'origine, populistes, c'était ceux qui étaient les membres du People's Party à la fin du 19e. Si bien que les historiens spécialistes du People's Party sont entrés vraiment dans une querelle historiographique qui a été très très importante aux États-Unis. Parce que tous les historiens spécialistes du People's Party ont dit: attendez, mais de quoi vous parlez là? Parce qu'après, on cherchait dans les sources le moindre terme un peu antisémite, parce que bon, t'imagines bien, on est à la fin du 19e, donc on est face à des personnes, des individus qui ont leurs propres préjugés, Mmh. qui en plus n'ont pas vécu la Shoah, donc parfois ils peuvent, ça arrive, hein, parfois à travers les sources, mais c'est pas du tout constitutif en fait de leur pensée. Alors qu'il y a des individus à l'époque où c'est constitutif, hein, notamment dans le Parti républicain, d'être Ah antisémite. oui. Ils vont chercher le moindre truc, ils vont interpréter, parfois il y a des interprétations fallacieuses de leur rapport au passé, par exemple, ils disent que c'est un mouvement passéiste, alors qu'en fait ils sont obsédés, les populistes, enfin, le People's Party est obsédé par le progrès technique, etc. Bref, ils vont recréer en fait pour faire en sorte que du People's Party jusqu'au McCarthyisme, il va y avoir une seule et même dynamique qu'ils vont appeler le populisme. Alors, les historiens du People's Party vont s'y opposer, vont démonter tous les arguments avec des sources, en revenant sur les sources, en montrant en fait vous dites n'importe quoi, Mmh mh. comment dire, vous spéculez
sans être allé dans les sources. Et en effet, ces scientifiques-là, donc c'est Richard Hofstadter en particulier, ont spéculé, ont fait des essais, en fait, plus que des ouvrages de sciences, sans aller dans les sources. Donc tous les historiens sont ramenés, on dit: «Attendez, vous dites n'importe quoi». Et pour autant, même si les historiens ont gagné ce conflit, et on aurait dû abandonner le concept de populisme, et ben Mmh. non, ce concept continue d'exister, et existe maintenant partout dans le monde avec plus ou moins la même acception. Ce qui fait que aux États-Unis, les spécialistes du People's Party, quand ils parlent entre eux et même quand ils écrivent quand ils font référence au concept, toujours pour le dégommer, hein, Mmh. à populisme avec un petit p, et quand ils font référence à populism comme surnom du People's Party, ou pour décrire l'idéologie du People's Party, ils mettent populism avec un grand P, tout simplement parce que les noms de partis politiques et de leurs membres et leur surnom, c'est Democracy par exemple. Quand tu vois Democracy avec un grand D, ça veut pas dire démocratie, ça veut dire Parti démocrate. Par Ah exemple, OK. c'est toujours mis avec une majuscule. Sinon, c'est toujours Democratic Party avec des majuscules, Democrats avec une Mmh, mmh mh. majuscule, ce qui est pas le cas en France. Et donc populism avec une majuscule, ça fait référence au People's Party et à leur idéologie. Populisme avec un petit p, bah, c'est le concept, le pseudo-concept en fait de populisme qu'on utilise, Mmh. que tu as utilisé là, pour Ouais, Donald Trump par exemple, et qu'on utilise pour qualifier quasiment tout le monde en fait en ouais. réalité, dans l'arc politique, international quoi. Et donc en fait, on va dire que le cœur de l'idée du People's Party, qui était peut-être de défendre la démocratie à travers la voix du peuple, donc de redonner d'une certaine manière une voix au peuple, Ouais, s'est transformé en n'importe quel parti qui va s'opposer à l'élite dirigeante et penser au voilà, peuple, va devenir populiste, que ça soit que l'on déteste la minorité de l'élite parce qu'on a des bonnes raisons ou qu'on ait des mauvaises raisons ou pas. Peu voilà, importe. Ok. ou au-delà des bonnes raisons, qu'on la dénonce parce que, c'est une élite économique. Parce qu'après les bonnes raisons, ça dépend du point de vue que tu prends quoi, Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que on je est disais d'accord? ça. Ou parce que tu considères que c'est tous des juifs, tu Oui, vois? bien sûr. On va dire que c'est pas exactement le même fond quand même, et en Mhm, réalité, si tu veux, le gros problème, c'est que tous les critères qui sont utilisés, et que là, même ceux dans le chat, qui vont regarder l'émission après, et puis toi, tu les connais tous les critères. Un leader, une personnalisation du mouvement politique, mhm, l'invocation du peuple et une opposition entre le peuple et une élite, mhm, à indéterminée. Heu Tous ces éléments-là, mais en fait, dès le 19e siècle, c'est partagé par l'ensemble du spectre politique. bah ouais. Je veux dire, tout le monde se revendique du peuple dans un système où c'est le peuple qui, que ce soit une fiction ou pas, c'est quand même le peuple qui vote à la fin. Donc même si c'est une fiction, qu'il y a des contrôles, qu'on triche, et cetera, en fait, on est obligé de faire référence au peuple. La personnalisation du pouvoir, en fait, dans des élections comme les élections présidentielles américaines, où il y a un seul candidat, dans des élections par circonscription, où il y a qu'un seul candidat. En fait, c'est la structure des institutions qui met en place de la personnalisation du pouvoir, et tous les partis, du coup, s'y adaptent. Mhm. Et en fait, c'est problématique parce que toutes les caractéristiques qu'on met en avant en disant: «Regardez, ça, c'est le populisme», bah, si tu y réfléchis bien, tu te rends compte que tous les partis les possèdent, et si tous les partis les possèdent, c'est juste que tu es en train de décrire le fonctionnement d'un système politique, d'une configuration politique particulière, et sûrement pas une idéologie en particulier ou un courant politique en particulier. Mhm. Tu vois, c'est un peu ça le Ouais, je c'est un comprends. peu ça tout le problème qu'il peut avoir avec, un concept qui en plus charrie des aspects négatifs, et ça les charrie aussi dans le champ scientifique. Donc ça, c'est aussi problématique parce que Mhm. nous, on doit quand même suspendre, nos jugements de valeur, quand on traite des éléments. Moi, j'ai pas à dire, le People's Party, c'est bien ce qu'il disait ou c'est pas bien, les Oui. boulangistes, c'est bien ou c'est pas bien. Moi, j'ai juste à dire: «Bah, il disait ça, en fait», Ouais, ouais. et si vous dites: «Ils disent ça», moi, je vais vous dire: «Bah, non, c'est pas vrai», ou alors: «Oui, en effet, ils disent ça». Mais, et le problème, c'est que le concept de populisme, quand tu l'emploies jamais pour, dire du bien du mouvement C'est dont pas tu faux. parles. C'est pas faux. Voilà, il y a des en il y a des scientifiques, hein, qui font des travaux très bien pour essayer de revaloriser le concept de populisme, essayer de le sauver un peu. Federico Tarragoni, par exemple, qui est un sociologue, chercheur à Rouen, mais qui travaille beaucoup sur l'histoire. Bon, il y en a d'autres, dont j'ai plus les noms. Antoine Chollet, en Suisse aussi, qui fait ça. Bref, il y a des essais. Aux États-Unis, ils veulent pas en entendre parler, ceux qui travaillent sur People's Party. Et dans tous les cas, dans le champ politique et même dans le champ scientifique en général, ouais, il y a neutralité axiologique, c'est ça, hein. Fait ce qu'on peut, hein. Absolument. Le terme populisme
non seulement, en plus d'être mal défini, d'être complètement flou, en plus, il est, hyper polémique, ce qui Ouais. est quand même un gros problème, ce qui est quand même un gros problème pour un concept. C'est compliqué pour que ça reste un concept scientifique si il est d'abord polémique ou beaucoup polémique. Bon, Ouais. s'il est d'abord utilisé comme insulte, c'est compliqué après d'en faire quoi que ce soit. Je comprends. C'est ça et donc après moi j'ai pas trop de problème avec le fait qu'il soit utilisé dans le champ politique, Mhm. enfin, ou alors des problèmes de citoyens. En tant que chercheur par contre, on peut exprimer des réserves quand même sur son usage dans le champ, scientifique. Mhm. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis des mouvements dits populistes. Donc je me marre à chaque fois que je Dit propose un populiste. truc, un colloque et cetera, c'est toujours les mouvements dits populistes parce que, c'est pour dire que je c'est moi j'ai pas trop envie de dire qu'ils le sont Ouais. quoi, ça fait en fait, ça fait partie, pour tout te dire, hein, ça fait partie complètement j'ai un chapitre complet qui est purement historiographique et épistémologique sur la question du concept de populisme. Ouais, donc, oui. C'est un chapitre complet, c'est pas un bourreau d'intro, c'est vraiment je fais un chapitre sur ça, heu, sur cette question-là, quoi. Bonne Et soirée, Pied-Pied, bonne soirée, tout le monde, des gens qui s'en vont. Moi, j'aurais quand même une dernière question parce que la démocratie, là, comment on l'a définie? J'ai l'impression qu'on peut essayer de parler de la démocratie un peu avec trois pôles. On a une démocratie dans le sens, la bureaucratie électorale, comment ça fonctionne, quoi, le ouais. système électoral. Donc, on a bien vu ça au début. On a parlé un petit peu au milieu, donc des droits, de l'égalité, des gens qui vont essayer de penser aussi plus d'égalité, des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, plutôt des valeurs. Mais il y a aussi dans la démocratie une sorte de comment dire de comment la démocratie se fait pas à travers les canaux normaux. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense par exemple à actuellement, hein, aux dernières élections américaines, hein, la prise du Capitole, qui est Ah oui, un événement majeur de ce que je sais aux États-Unis, majeur et unique de ce que j'ai compris. absolument. Donc des gens qui rentrent dans l'Assemblée nationale, si vous voulez, hein, ce serait notre Assemblée nationale, et qui viennent, bon, on savait pas trop pourquoi, mais ils venaient en tout cas. Et en plus, ils étaient en plus, bon, voilà, soutenus par un ancien président qui venait de perdre. Est-ce que ces canaux, du coup, qui sont paradémocratiques ou voilà, qui sont sur les bords, c'est-à-dire des révoltes, des coups de force, est-ce que c'est quelque chose qui a existé aux États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui est différent d'ailleurs? Et est-ce que le People's Party a été tenté d'une manière ou d'une autre de passer par là? Même si tu as dit qu'il était réformiste, Ouais. j'imagine que, bon, ça a peut-être pu discuter. Alors, je vais te dire, la guerre de sécession, qu'est-ce que c'est sinon, une façon de sortir, on va dire du fonctionnement pacifié du champ politique. Mm, Donc ça, aux États-Unis, c'est peut-être l'élément le plus important. Heu, Maintenant, si on enlève cet aspect particulier d'ailleurs, il faut que tu sais, il y a 3 amendements qui arrivent après la guerre de sécession, hein. Heu, le 13e qui abolit l'esclavage, le 15e qui interdit de discriminer, les gens dans leur droit de vote selon leur couleur de peau ou leur passé esclave ou pas. Il y a aussi le 14e amendement qui redéfinit un peu la citoyenneté et les droits civiques, mais qui surtout, en fait, condamne qui condamne, en fait, tous ceux qui ont été, sécessionnistes et qui, en fait, mm. condamne toutes les sécessions. Heu, donc je sais pas trop, en fait, il faudrait voir, mais à la limite, c'est peut-être le 14e amendement, comme il a été utilisé pour, la question de l'avortement, puisque dedans, il est dit aussi qu'on n'a pas le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Donc Ouais, s'il y en ok. a qui considèrent que c'est le cas, voilà, il est mobilisé pour ça. Alors qu'à l'origine, il n'avait pas du tout été pensé pour ça. Il a peut-être été mobilisé aussi par rapport à ce qui s'est passé, avec les révoltés là, du Capitole. Mais pour ce qui est de ta question, en fait, on sait que dans beaucoup de pays, dans la deuxième partie du 19e, il y a, dans ce que Charles Tilly, le sociologue, appelle les répertoires d'action collective, c'est-à-dire les modalités de faire de la politique, il y a une exclusion petit à petit de la violence, Ah oui, qui d'accord. va devenir vraiment petit à petit dans des systèmes en fait qui vont réussir à pacifier l'espace public et ils vont réussir à le pacifier principalement par le vote Mm. et tous les dispositifs qui accompagnent en fait le droit de vote, c'est-à-dire le droit d'association, le droit de réunion, manifestation, etc. et liberté de Presse. la presse. Ouais. Après la presse, exactement. Euh, Néanmoins, alors ce qui fait qu'en fait, globalement, et aux États-Unis pour la période, et même en fait dans les autres espaces sur lesquels je travaille, s'il y a violence,
ce n'est pas de la violence insurrectionnelle. Ça veut dire que c'est pas Hmm. de la violence qui va être mise en place dans le but de prendre le pouvoir par la force. Par contre, la violence existe toujours entre militants, entre partis. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en réalité, c'est presque au Kansas où il y a les moins d'événements violents. On a l'impression qu'il y a des duels de cow-boys, etc. Oui, Heu, c'est vrai. il y a de la violence politique. Je veux dire, il y a pour, par exemple, au fin fond du Kansas, il y a 2 villes qui s'affrontent pour, devenir la capitale du comté, enfin le chef-lieu d'un comté. Mhm. Donc pour dire que c'est quand même pas une grosse ambition, hein. Surtout dans les comtés de l'Ouest où il y a quasiment personne qui y vit pour l'instant à ce moment-là. Et il y a un, des deux chefs des factions qui va se faire assassiner, sûrement couvert par le juge, du coin et cetera. Ah Donc il oui. y a quand même de temps en temps, même au Kansas, il y a des pratiques comme ça un peu violentes. Il y a un événement qui est un peu, cocasse. Aux élections de 1892, et là je te parle aux élections de l'État du Kansas, il va y avoir en fait beaucoup de fraude de la part des républicains. Si bien que le People's Party parvient à faire élire le gouverneur, c'est le pouvoir exécutif, c'est le président du Kansas si vous voulez, a D'accord. remporté le Sénat, c'est le Sénat du Kansas, c'est comme le Sénat fédéral. Mais par contre, il y a eu beaucoup de fraude au niveau de la Chambre des représentants du Kansas, si bien qu'on ne sait pas trop si c'est les républicains ou les populistes qui sont majoritaires. Il va y avoir un système d'accord en attendant qu'on parvienne à établir la situation. Il y a deux chambres qui se rejoignent, qui se rassemblent séparément, l'une l'après-midi, l'autre le soir, etc. Donc les populistes d'un côté, les républicains de l'autre, etc. Qui agissent toutes les deux, hein. Donc elles font des lois toutes les deux. C'est Mhm. c'est un peu absurde, mais c'est ce qui se passe. Jusqu'au moment où ça tient un temps, hein, mais à un moment où en Oui, fait oui. les républicains font un coup de force et décide de faire arrêter un membre de la Chambre populiste. Et à partir de là, il va y avoir ce qu'ils appellent la guerre législative en février 1896, où les populistes vont s'enfermer dans le Capitole du Kansas. Ah Les oui. républicains vont essayer d'attaquer de force. Le gouverneur va en appeler à la milice pour défendre le Capitole du Kansas. Le shérif du comté de Shawnee, où se trouve le Capitole, refuse d'obéir au gouverneur parce que il Mhm. dit que c'est pas sa mission, mais surtout parce qu'en fait, il est républicain. Les milices, c'est le même problème parce que les milices sont parfois convoquées dans des comtés qui sont plutôt républicains et ils obéissent pas tellement. Et on amène quand même des Gatling. C'est quand même chaud, quoi. Ça se Ouais. finit finalement. En fait, ça se finit par le gouverneur populiste qui va céder. En fait, Ok. au bout de 5 jours, le capitaine Oui, du il y a une comté, très bonne vanne. Je, je comptais la souligner euh, après. Le capitaine du comté, le c'est le gouverneur Jura. va Très bien. céder. Va céder et en fait, les républicains vont l'emporter comment? Bah, tout simplement parce qu'il va être décidé que c'est la Cour suprême du Kansas qui va décider de la validation des élections. Ce que refusent au début les populistes, hein, parce qu'ils disent attendez, séparation des pouvoirs, il y a un problème là, Ah si le ouais. pouvoir judiciaire tranche, c'est pas normal. Normalement, c'est les élus entre eux qui font des commissions pour s'auto-valider, hein. Mais là, du coup, c'est la Cour suprême qui est tenue par que des juges républicains ou quasiment. Donc en fait, à partir du moment où il cède sur ça, le gouverneur, en fait, il donne la victoire aux républicains. Hmm. Ce qui fait que les républicains vont être majoritaires dans la Chambre des représentants, et ce qui va en fait globalement empêcher le People's Party de faire aboutir une grosse partie de son programme. Oui. Donc Tu vois, en c'était pas trop de 90, c'est repos, le quoi. problème inverse. En 90, le People's Party obtient la Chambre des représentants du Kansas, mais perd le Sénat et le gouverneur. Et ben en 92, c'est l'inverse. Donc en fait, ils se retrouvent. Alors qu'a priori, d'après les fraudes, d'après comment ça a été documenté, a priori, les républicains, ils ont vraiment fait beaucoup de fraude. Et normalement, le People's Party aurait dû, à quelques Ok. sièges près, hein, mais il y a des sièges, sur le nombre de sièges qui étaient mis en cause, il y a certains sièges où il y a quand même des témoignages suffisamment nombreux pour qu'on puisse accorder au People's Party que s'il n'y avait pas eu cette explosion de violence, il y aurait eu, normalement, ils auraient eu la majorité, quoi. Hmm. Mais c'est vachement intéressant parce que tu as parlé de quelque chose quand même qui est de coup de la. Alors, je sais plus de quel article ou de quel amendement, je sais pas, de la Constitution tu parlais, mais de La la. 14e, ouais. Voilà, de l'interdiction en fait de la sécession en gros, enfin une sorte de Ouais. voilà. Et je veux dire, il y a une, c'est vrai que c'est des choses qui sont, je trouve, compliquées à comprendre quand il y a une sorte de culture nationale. La culture nationale française, quand on est français, c'est facile à comprendre. On a des trucs, des marqueurs qui font que. Mais en fait, quand tu parlais, je me suis dit, il y a peut-être en fait aux États-Unis dans la culture nationale une forte peur ou appréhension du sécessionnisme en fait.
Ah bah, de toute façon, depuis la guerre de sécession, à chaque fois, c'est réinvoqué dans le débat public. Le Ouais. Texas, à chaque fois, alors le Texas, ils sont toujours un peu, à part quand même, tu vois? C'est un État du Sud, mais en plus, ça a été une république pendant très peu de temps. Donc ils ont un Ah peu ouais? c'est voilà. Je Ouais, savais ouais, pas et puis ça. même, ils ont des trucs très marrants. Leur réseau électrique, par exemple, il est pas relié aux autres États, D'accord. donc il y a depuis très longtemps, en fait, des revendications, alors pas forcément sécessionnistes, mais qui sont quand même, d'un particularisme texan, Mmh voilà. mh. Mais en fait, oui, il y a de toute façon, la guerre de sécession, ça a été un Un trauma pour trauma, ouais, c'est la ça. un trauma toute la fin du 19e, tu le sens bien, hein, que ça a été quelque chose de très important et qui reste, en fait, du coup alors c'est vrai que c'est loin maintenant, mais ça reste quand même un imagine pour une, nation aussi récente, Mmh mh. un événement, aussi meurtrier, aussi, parce que c'est une guerre qui a fait alors j'ai plus les chiffres des morts, mais Oui, c'est c'est quand beaucoup de même morts. incroyable quoi en termes de guerre civile. Parce que c'est une guerre civile, la guerre de sécession. Alors après, il faut se dire aussi, pour revenir à la fin du 19e, que finalement ces nouveaux États, parce que c'est un État neuf en fait le Kansas, finalement, ils ont une vie démocratique qui, j'ai l'impression, est plus, libre, moins contrainte que les villes. Mmh. Puisqu'il y a un système dans les villes, tu sais, il y a les partis déjà, il y a beaucoup d'immigrés et les immigrés, souvent, ils peuvent voter très vite, hein, aux États-Unis, il y a pas vraiment de grosses contraintes. Mais par contre, ils sont pris dans des réseaux, bon, on dirait communautaires actuellement, Ouais. en tout cas des réseaux d'immigrés irlandais et cetera, qui souvent sont eux-mêmes tenus par des boss. Ces boss, en fait, c'est des membres de partis et donc c'est pour ça, on dit les Irlandais, bah, ils votent tous ensemble et en fait, ils sont contraints par des systèmes, à la fois violents, à la fois de clientélisme qui fait que la vie démocratique dans les grandes villes américaines, elle est beaucoup moins émancipée qu'elle ne l'est dans ces États où tout simplement c'est impossible, c'est très difficile de les encadrer avec des boss, Oui, oui. avec des systèmes de partis très constitués, etc. C'est un peu, ce qui est marrant, c'est que ça reste un peu l'inverse. Pour moi, ce qui se passe dans ma période, c'est l'inverse en Espagne et en France, où la vie en ville est plus libre Mmh mh. qu'elle ne l'est dans les campagnes. Ouais, c'est Tu vois, marrant ça, c'est vrai. là pour le coup. Alors j'aurais une dernière question parce qu'il y a quelque chose et parce qu'on arrive un peu sur la fin et que voilà, on peut pas rester toute la nuit, même si je trouve ça fascinant. Une dernière question sur, je ne sais même pas si tu as la réponse, mais c'est juste quelque chose qui, encore une fois, m'a toujours troublé. C'est Ouais. les manières de voter selon les États ne sont pas les mêmes partout. Il y a des États, alors ce que j'ai compris qu'on appelle des caucus, Ah, donc des ouais. manières de voter par les pieds, en gros, c'est-à-dire que on va dans une certaine pièce, on discute, et puis on va dans une autre pièce pour montrer notre vote. Est-ce que tu sais, alors si tu sais pas évidemment il n'y a pas de souci, mais si tu sais, est-ce que tu sais d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et est-ce que les États du Midwest sont concernés spécifiquement par ça ou pas du tout? Alors, ça, c'est vraiment pour les primaires. Ok. Tu vois, c'est des questions, on le voit toujours apparaître, c'est des votes particuliers pour les primaires. Alors moi, je suis pas tellement concerné parce que, alors le People's Party fait des primaires, normales. Hmm. C'est pas des caucus, hein, c'est des systèmes de vote, classiques. Les autres partis, je t'ai dit, hein, qu'il y en avait beaucoup qui, faisaient, voter des assemblées de représentants du parti, tu vois? Donc c'est pas des Oui. primaires assez ouvertes comme elles peuvent l'être ou semi-ouvertes, selon les États. Parce qu'il y a ça aussi, hein, qui peut voter dans les primaires, c'est variable en fait selon les États, c'est pas toujours la même chose. Hmm. Membre du parti, ouverte à tout le monde, ouverte à ceux qui se déclarent républicains ou démocrates avant, et cetera. Bref, et en fait, pour ce qui est des caucus, de ce que j'en sais, donc c'est des systèmes en effet où en fait on fait des réunions dans lesquelles les gens se mettent dans tel ou tel espace, ou lèvent la main pour dire pour qui ils se prononcent plutôt que de faire un scrutin qui est plus classique. C'est des héritages souvent qui sont très vieux. Parfois, même quand les primaires n'étaient pas des primaires directes, hein, que c'était des partis qui décidaient entre eux, et cetera. Il y avait ces systèmes comme ça de caucus au sein des partis. Alors évidemment, ou dans les town meetings, qui étaient ces assemblées, de villes, un peu comme les assemblées, suisses, là, comme on a qui existent encore. Et c'est vrai que dans des petites communautés, c'était un peu des choses qui étaient, faciles à mettre en place, j'imagine, et que certains États ont décidé, alors pour quelles raisons, de conserver. Et bon, ça fait son charme, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est des pratiques un peu, il y a un petit côté, folklorique quand même Ouais. dans ces systèmes-là. C'est des choix de certains États, mais tu sais, il y a des bizarreries aussi. Tous les États ont 2 chambres, d'accord? Ok. Sauf, il y a le Nebraska, je crois, qui a qu'une chambre. Voilà. D'accord.
Pourquoi? Mais pourquoi? Je sais pas, il y a sûrement eu une raison à un moment ou à un autre. En fait, il y a toujours c'est ça que Oui, les oui. historiens apprennent, quoi. C'est qu'en fait, c'est jamais au hasard. Il y a toujours eu une bonne raison à un moment donné, Mmh. ou une mauvaise d'ailleurs. Mais il y a toujours une raison quand même qui fait que, bah, ce qui nous paraît complètement bizarre et surtout quand c'est des trucs très vieux, bah, se déroule comme ça. Et j'imagine que quand les caucus, étaient mis en place à l'origine, tu sais, les bulletins de vote, ça met du temps à arriver. Même le fait que ce soit l'État, les administrations qui distribuent les bulletins de vote, Ouais. et c'est hyper récent, les bulletins de vote, Mmh. à mon époque. Moi, il y a des dessins dessus, il y a des slogans, c'est les partis qui les distribuent. En fait, c'est un outil de propagande de la part des partis, et cetera. Donc, il y a même derrière parfois marqué l'horaire des votes pour que les gens sachent à quel moment il faut aller voter. Mmh. Donc on reconnaît les formes, les couleurs, donc on sait pour qui a voté l'autre, et cetera. Ouais. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Donc imagine, encore avant, fin du 18e ou milieu du 19e, bah, comment on fait pour voter? Bah, si on se rassemble dans un town meeting, et bah, on va se mettre d'un côté et de l'autre. De toute façon, on est 200, ça va, quoi. Ouais. Et parfois, ça se conserve, il y a des formes de conservatisme. Et je sais que voilà, alors les caucus, ont été, parce que l'histoire des primaires, tu sais, c'est une histoire compliquée que je maîtrise pas bien, mais Pas de l'histoire des souci. primaires, ça a été, que comme elle le connaît aujourd'hui, en fait, ça date vraiment que des années 70-80. Avant, ça changeait, il y avait pas ces Super Tuesday, et cetera. Et certains États ont gardé des pratiques, qui sont anciennes, comme ces pratiques-là qu'on appelle les caucus, hein, qui sont des réunions dans lesquelles on vote de façon bizarre. OK, très bien. Voilà. Merci beaucoup, François, d'avoir partagé ton savoir pendant ces 2 heures. Bah, c'est moi qui te Je remercie. pense que c'était vraiment important. Alors, est-ce que les États-Unis sont une utopie démocratique? Évidemment que vous n'alliez pas avoir une réponse toute simple, parce que Oui, bah, c'est elles sont rares, les réponses simples dans dans nos travaux. Ça existe peu. ça existe. J'espère qu'on a pu quand même vous donner des pistes sur comment la démocratie fonctionne là-bas. Qu'est-ce que Mmh c'est mh. en fin de compte une démocratie aux États-Unis, ce qui est quand même une démocratie qui est pour nous, je trouve, des fois exotique, pour tout un Ouais, tas de raisons, complètement. pour tout un tas de raisons qui font que voilà, on peut être très étonné. On parlait quand même de d'avoir de Hilton qui perd Hilton. Qu'est-ce que je dis? Si, pas Si, Hilton. ouais, Hilton, ouais, qui perd alors qu'elle a plus de voix. Mais alors Clint Eastwood. Attends, je suis perdu. Comment il Clint s'appelle? Eastwood, Clint Lincoln, toi, ça mélangé Lincoln et Clinton. Clinton. Hillary, ouais, c'est ça, Hillary Oh Clinton. la Tu nous as vache, fait putain. Hilton, ouais, c'est ça, Hilton, tu nous as fait Hilton, c'est les hôtels, Paris bordel. Smoké. Tu es Putain, parti sur Paris Hilton, c'était bizarre. Clinton qui a gagné le vote populaire mais qui perd à la fin, c'est quand même vachement exotique, je trouve, pour nous, petits Français. Bref, Oui, donc voilà, merci encore d'avoir bien voulu accepter de parler avec nous. Surtout que l'histoire, voilà, c'est pas forcément, c'est pas ma spécialité, donc je suis content d'avoir des gens qui puissent en parler. La prochaine fois, on aura Héloïse Michelon et ça va être fascinant, j'espère autant que cette fois-ci, sur est-ce qu'on doit quelque chose à nos enfants. Donc c'est de la philosophie, c'est de l'éthique, c'est de savoir si la morale s'étend aux générations qui n'existent pas encore. Donc je trouve quelque chose de fascinant. On va parler probablement d'écologie, d'IVG évidemment, hein. Il y a vraiment entre les États-Unis et la France un gouffre, hein. La Cour suprême aux États-Unis qui permet de refuser aux femmes l'IVG alors que nous on constitutionnalise l'IVG. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, merci à tout le monde dans le chat qui a participé, même merci à tout le monde qui n'ont pas participé, merci d'être là. Voilà, la prochaine fois ça sera mercredi prochain avec Héloïse Michelon. Merci encore François et bonne soirée à tout le monde. ouais, bonne soirée, merci à toi, Cédric.